Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté l'invitation. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bonjour Thomas, eh ben écoute, ça va très bien, très très bien. La journée est finie, ça y est, c'est fait. Ouais, tout à fait. Le podcast, Moi un petit peu comme à chaque fois, je recontextualise. Donc le but de ces podcasts, c'est de se mettre à la place en fait d'un formateur qui débuterait ou qui est déjà en cours de poste et qui voudrait avoir plus d'informations, mais aussi d'un apprenant qui rechercherait une formation à la fois actuelle ou pour plus tard et qui voudra avoir des informations sur comment fonctionnent un petit peu les différentes thématiques. Du coup, est-ce que toi, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé à faire de la formation, à devenir formateur et un petit peu les domaines dans lesquels tu interviens? Ouais, bien sûr. Mais je vais commencer déjà par mon nom. Donc moi, c'est Stéphane Baudard. Je suis dirigeant et formateur de SB Projet, donc un organisme de formation que j'ai créé en juin 2017, qui est référencé au Datadog et en cours de Calliope. Une belle aventure. Alors pour faire simple, non, c'est jamais simple, mais mon expérience professionnelle, elle est liée à 25 ans de magasin. Donc, j'ai vécu pendant 25 ans dans les magasins. J'ai commencé chez Decathlon, j'ai fini chez Leroy Merlin. J'ai occupé divers postes, vendeur, adjoint et directeur de magasin. Et au bout de 25 ans, euh, non pas que j'avais fait le tour du métier, mais je commençais à rentrer dans une certaine routine. Donc, j'ai fait un bilan de compétences qui a fait ressortir un goût pour la philo, la psycho comment dire, la formation. Et en fait, j'ai choisi la formation parce que c'était pour moi le plus accessible et entre guillemets, le plus utile à mon idée, le plus utile à l'autre. C'est vraiment ça qui m'a fait choisir. Pour revenir un peu plus en arrière, c'est que j'ai fait 25 ans de magasin, je n'étais pas du tout prévu pour ça, puisque je devais faire de la comptabilité. J'ai fait un bac plus 3 en expertise comptable, DECF à l'époque. Et tout ça, ça faisait suite à une volonté de devenir cuisinier. Voilà, Ok, donc ça n'a rien à voir en effet. complètement. Donc l'aspect reconversion professionnelle, je vais dire que j'ai commencé très tôt, puisque 14 ans, je voulais être cuistot, j'ai pas pu l'être, donc j'ai fait comptable. Comptable, j'ai fait vente. Donc voilà, c'est une vie en fait où j'ai vécu au jour le jour. Et surtout, ce qui m'a interpellé lorsque j'ai décidé de faire le métier de formateur, je n'étais pas du tout destiné à aller dans le monde de la reconversion professionnelle. Moi, je voulais être formateur en vente, 25 ans de métier, facile. Directeur de magasin, ben oui, j'ai dit je vais former les vendeurs, hein, je sais faire. Et en fait, j'ai découvert l'insertion professionnelle par le biais de la formation de formateur professionnel d'adultes, dans lequel il y avait un stage sur la partie insertion, la partie reconversion. Et pour moi, ça a été une vraie révélation. Vraiment une révélation, mais à la fois euh, pas de l'univers, mais de moi-même. De moi-même et cette disponibilité que j'avais à l'autre en étant vendeur, bah, j'avais l'occasion de la mettre vraiment à la disponibilité à l'autre en matière de reconversion professionnelle, en matière d'insertion professionnelle. Et c'est ce que je trouvais très intéressant là-dedans. Donc j'ai tout arrêté. J'ai passé un titre de formateur professionnel d'adulte, donc que j'ai eu en juin 2017, en janvier 2017, pardon. Et de façon étonnante, c'était évident pour moi que je ne devais être plus salarié et que j'allais créer l'entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'être en profession libérale non réglementée. Alors, je donne cette petite précision parce que s'il y en a qui veulent devenir formateur, on parle beaucoup de l'auto-entreprise et qu'aujourd'hui, dans ce monde de formation, il existe la profession libérale non réglementée, qui est un autre statut de l'entreprise individuelle, et qui offre des avantages très intéressants. C'est très subtil, s'il y en a qui veulent, je partagerai plus tard sur un autre sujet, mais voilà, c'est un petit détail qui a son importance. Ok, moi ça m'intéresse. Donc on en parlera plus tard. Oui, oui, mais voilà, on parle souvent de la micro-entreprise, et non pas que c'est un mauvais statut, mais pour schématiser un petit peu, c'est que voilà, la micro-entreprise, on va rentrer un peu plus comptable, mais on peut déduire de ses charges que ce qu'on facture à son client. Et moi, dans mon métier, j'ai rien à facturer à mon client si ce n'est ma tête. Et ça, je ne peux pas le facturer à mon client. Donc, je vais vendre une prestation, mais je ne peux pas déduire de charges quand je suis auto-entrepreneur ou en micro. Alors qu'en profession libérale, bah, je peux déduire ma ramette de papier, je peux réduire mes stylos, ce qui fait qu'on réduit drastiquement son résultat. Et au lieu d'être imposé peu, mais sur une base très importante, le chiffre d'affaires, je suis imposé un peu plus, mais sur un résultat. Donc, c'est une vision complètement différente.
Et l'autre truc intéressant, c'est que j'avais décidé de ne plus avoir jamais de ma vie de feuille de paye, donc c'est fini. Je n'ai plus de feuille de paye. Bon, après, en Mais vraiment, micro-entreprise, t'as pas de feuille de paye non plus. non. Ouais. Mais j'aime bien dire ça parce que mine de rien, pour ceux qui veulent créer des entreprises, ça m'a pris 2 ans, 2 ans avant de sortir véritablement du fonctionnement salariat. Ça, c'est quelque chose de très important quand vous créez une entreprise. C'est alors moi, je vais très loin, mais j'appelle ça une philosophie de vie, une philosophie. Et changer de mécanisme de pensée, moi, ça m'a pris 2 ans. Pendant 2 ans, je regardais ma montre, je disais, bon, on est le 28, c'est bon, la paye, elle va tomber. Mais non, elle tombe plus, c'est fini, arrête. Et ça m'a pris 2 ans de faire ça. Donc voilà, bon, ça c'était pour la petite partie comptable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'interviens, j'irai sur, on va dire, 4 grands pôles. Donc un pôle qui est relativement important, c'est tout ce qui est domaine de technique de recherche d'emploi. Donc là, je vais intervenir sur le monde de l'insertion professionnelle, le monde de la reconversion professionnelle. Là, le but, ça va être de définir des projets avec des personnes et de leur donner, de les former sur des techniques de recherche d'emploi. Alors, bien sûr, ça va être du CV, de la lettre de motivation, mais ça va être aussi comment je communique, comment je fais un entretien d'embauche, comment je communique par les réseaux sociaux. Ça, aujourd'hui, c'est une vraie technique, c'est un vrai savoir-faire. Il y a plein de choses à apprendre. Pourquoi on met un hashtag, pourquoi on n'en met pas, à quel moment on diffuse, qui on va voir, qui on va trouver. Bref, tous ces outils-là. Le permis de conduire, je me suis retrouvé il y a quelques temps à soutenir des gens qui passaient leur permis de conduire, mais je faisais des formations complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, le permis de conduire est une technique de recherche d'emploi. On en parle très peu, mais aujourd'hui, sans permis de conduire, c'est le chantier. Hein, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, donc tout ce qui est vraiment technique de recherche d'emploi au sens large, tout ce qui va vous aider à contacter l'entreprise, à défendre votre projet, à avoir la banane, à avoir le sourire, à avoir la motive, qui fait que le gars en face de vous, le recruteur, il se dit waouh, voilà un gars qui est super. Juste pour schématiser un petit peu, j'ai créé une phrase. Alors, je dis que j'ai créé une phrase parce que j'ai cherché longtemps. J'ai cherché longtemps. Alors, attention, je vous la donne, mais elle est à moi. Juste pour vous montrer l'esprit des formations que j'anime, c'est n'importe qui peut faire mon métier, personne ne peut être moi. Des diplômés, des gens qui connaissent, on en trouvera toujours. Par contre, des personnalités, des gens qui ont des projets, des aventures, des histoires, c'est merveilleux, c'est tellement beau. Et quand les gens racontent des histoires, moi j'adore. Voilà, c'est quelque chose de magnifique. Deuxième grand pôle que je fais, qui est lié à la technique de recherche d'emploi, c'est la communication. Où là, effectivement, je vais surtout m'attacher non pas à dire aux gens comment parler, mais à faire prendre conscience aux gens qu'en utilisant tel ou tel mot ou telle formule, on peut provoquer des situations, mais on les provoque non pas volontairement, mais involontairement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de les mettre plus en conscience. Véritablement, c'est de les mettre en conscience et de se dire, ok, je choisis ce mot-là parce que si je prends l'autre, ça va coincer. Voilà. Après, c'est eux qui choisissent le mot. Comme je dis toujours, quand on a l'objectif qui est adapté, quand on connaît l'objectif, on est clair avec son objectif. S'il faut être vulgaire, il faut être vulgaire. Oui, il faut arrêter de dire que il faut être beau, Non, il y a des fois, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, c'est pas très cool, mais à condition que ça réponde vraiment à un vrai objectif et qu'il soit clairement identifié. Troisième grand pôle que je fais, là, il est lié beaucoup plus au monde de l'entreprise, comme la communication d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelle l'efficacité professionnelle. Une nouvelle branche qui s'est créée, où là, le but, c'est de former les personnes sur des outils courants de la vie professionnelle. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, c'est de la lecture rapide. Vous êtes un cadre, vous êtes entre deux avions, il y a un rapport de 25 pages à lire en 3 minutes et demie. Bien, effectivement, ça s'apprend. Il y a une technique pour gagner du temps. Alors, je ne vous donnerai pas l'astuce, mais il y a une technique pour gagner du temps parce que la vie va très vite, les rapports, on en mange affreux, affreux, affreux. Donc, oui, il y a des techniques. Donc, il y a de la prise de notes aussi, il y a de la synthèse à l'écrit, à l'oral. Bien sûr, la communication rejoint la participation à une réunion, comment je dis les choses. Bref, tout cet univers, non pas qui va vous permettre d'acquérir des connaissances, mais qui va vous permettre de mieux être dans l'entreprise par votre communication, par votre attitude, par des outils comme ça qui permettent de gagner du temps. Et quand on gagne du temps, on peut les consacrer plus sereinement à une autre activité. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et dernier élément que j'ai créé, que j'ai voulu créer, alors là, c'est issu de mes rencontres.
elles sont plus liées, alors, ce que j'appellerais le développement personnel, et tout particulièrement un sujet que je travaille beaucoup parce que j'aime beaucoup ce sujet. Enfin, ou trois sujets en un. C'est la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Aujourd'hui, c'est trouver le moyen, non pas de faire de la psychologie, parce que c'est pas mon métier d'abord, il faut laisser ça à ceux qui aiment ça, mais d'offrir aux personnes des petits leviers facile d'accès, non, c'est pas facile, mais accessibles à mettre en œuvre pour non pas gagner en confiance comme ça, mais si on a envie d'essayer vers ce truc-là, ben on voit que ça peut donner des résultats. Donc en fait, si je veux schématiser mon métier de formateur aujourd'hui, ce n'est pas d'apporter la solution, et je dis souvent d'ailleurs dans mes formations, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande juste d'essayer. En fait, c'est comment moi, je vais réussir au travers de l'apprentissage qu'ils ont, leur donner envie d'essayer, et peut-être un jour, ils vont me rappeler, ils vont me dire, Steph, ton truc, c'était super, voilà ce que ça a donné. Ben, moi, c'est gagnant. Hop, moi, j'ai gagné, voilà. Quand ils me disent ça, j'ai gagné. Et ça, c'est très, très important, c'est que mon métier de formateur, pour moi, mon métier de formateur, c'est bien sûr qu'ils vont avoir des connaissances, mais la connaissance n'est rien sans ce qu'on en fait derrière. Et j'attache beaucoup plus d'importance à ce qu'on en fait derrière. C'est ça. J'ai un exemple que je prends très simplement. Vous prenez un tournevis, vous le posez sur une table, il sert à que dalle. À votre connaissance, c'est le tournevis. Le tournevis, il devient intéressant quand vous vissez avec. Tant que vous ne vissez pas, ça reste quelque chose d'inerte posé sur la table. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Un stylo ne présente aucun intérêt, un stylo. Un stylo, il devient intéressant quand vous écrivez avec. Ben, l'idée d'une formation, pour moi, c'est exactement ça. C'est pas la connaissance que tu as, c'est qu'est-ce que la connaissance va te permettre de faire. Là où elle va te permettre d'aller, et j'aime beaucoup, moi d'abord, dans le sens où, l'idée, c'est pas de savoir ce que tu vas en faire vis-à-vis des autres, c'est ce que tu vas en faire vis-à-vis de toi-même. Et pour moi, ça, c'est le plus important de tout, c'est que une personne qui va être en formation, elle est au cœur de la formation. Elle est au cœur de ce qu'elle agit. Pardon, de ce qu'elle agit, c'est pas français ce truc-là, mais elle est au cœur de ce qu'elle a envie de faire et elle est là pour elle-même et uniquement par elle-même dans le but d'elle-même. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Non pas que je ne pense pas aux autres, mais je pense que une personne qui vient se former, elle doit penser avant tout à elle-même. Pourquoi je fais ça? Quel est le sens que je donne à cette formation? Ok, j'ai appris quelque chose, qu'est-ce que je vais en faire? Et moi, je suis là justement, et c'est mon métier de formateur, c'est pour l'aider à imaginer les possibles. Et après, c'est elle qui me dit réellement ce qu'elle va en faire. Et ça, moi, enfin, voilà, ce métier-là, je l'adore pour ça. Je l'adore pour ça, c'est que euh, c'est pas moi le plus important. C'est vraiment la personne avec elle-même. Et c'est pas la personne vis-à-vis des autres. C'est la personne vis-à-vis d'elle-même. Moi, j'ai des personnes qui me disent, ben, moi, ça m'a rien apporté. Ok, pas le droit. Pas le droit. Et après, ben, des fois, ben, je les revois plus. Et des fois, je les vois. Là, j'ai une dame qui m'a appelé 2 ans après. Stéphane, j'ai eu mon CDI. 2 ans. Ah, tant mieux. Le tout, c'est qu'elle l'est. Parfois, 2 ans. Alors, je suis un fanatique des phrases toutes faites. Alors là, je vais la piquer à Luc Besson, cette phrase qui dit: Le temps est sans importance, seule la vie compte. C'est très joli. Pour les- ouais, et alors voilà, c'est dans le cinquième élément. Cette phrase, elle est dans le Ouais. cinquième élément. Et je la trouve absolument magnifique. Et ça rassure aussi beaucoup les gens quand je fais les formations. Si les choses se font pas tout de suite, c'est qu'elles ne doivent pas se faire tout de suite. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps que bah, ce ne soit pas immédiat. Et puis après, on a des changements qui sont extraordinaires. Voilà. Je suis très heureux. Je ne fais pas un métier. Alors, c'est toujours étonnant quand on dit ça, mais je ne fais pas un métier. Je m'amuse, je me régale. Je rencontre des gens formidables. Alors, vous allez me dire, c'est des phrases un peu convenues. Mais non, 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 c'est sincère. Et surtout, comme j'aime toujours, bah oui, aujourd'hui, j'ai des anciens stagiaires qui sont devenus des amis. Il y a quelques temps, je buvais un coup, je buvais l'apéro. Entre deux confinements, je buvais l'apéro avec un ancien. Mais c'est ça qui est formidable dans le monde, enfin, dans ce que je vis dans le monde de la formation, c'est que c'est un très, très beau métier parce que ce sont des rencontres humaines. Ce sont des rencontres humaines et c'est pas juste
pour faire plaisir à tout le monde. Ce sont des rencontres humaines, ce sont des gens qui, pour X raisons, à un moment, voilà, il s'est passé quelque chose, ils sont un peu down, ben nous on arrive, on discute, on trouve le bouton, on sait même pas, on appuie sur le bouton, c'est on trouve le bouton, on le met en évidence et la personne décide d'appuyer dessus. Et quelquefois, simplement, ils ont besoin de ça, c'est juste de mettre en évidence. Voilà, il y a quelques temps, il y a quelques jours, j'avais une stagiaire en stage avec moi et, et c'était marrant. Alors, je vais pas donner son nom, bien sûr, mais c'était marrant parce qu'elle était en formation et je lui ai dit cette phrase en tant que chef d'entreprise. Je dis, mais j'ai pas envie d'une étudiante, je veux une future professionnelle. Et elle m'a dit, mais elle m'a dit, merci, c'est la plus belle phrase. Elle me dit, mais ma formation est faite en fait. C'était drôle. Elle a fait 8 mois de formation et finalement, peut-être que la seule phrase qu'elle aura retenue, c'est celle-ci. Je veux pas une étudiante, je veux une future professionnelle. Ouais, c'est que c'était la plus Voilà. importante pour elle, cette phrase. Oui, parce qu'elle avait toutes les capacités d'apprendre, hein. Ça aussi, c'est ça qui est formidable, c'est que les, les, les gens ont des capacités d'apprendre, ils ont leur méthode d'apprentissage. J'ai un bouquin là, j'ai un bouquin sur, je sais plus comment il s'appelle, sur les profils d'apprentissage et ils ont mené une étude. Il y avait à peu près, alors ils ont estimé qu'il y avait à peu près 84 motifs d'apprentissage. Ouais. Euh, et ça, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dévoré ce bouquin. Et quand on sait ça, ben, on se dit que heureusement que j'ai pas la solution parce que de toute façon, je pourrais correspondre peut-être à 1 sur 84. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, Tout à fait. franchement, c'est un. Et quand je suis arrivé dans le monde de la formation, j'étais pas du tout. Voilà, quand j'ai fait le bilan de compétences, j'étais vraiment pas parti là-dedans. Je voulais un bilan de compétences pour voir avec tout ce que j'avais fait, ce que ça pouvait faire. Et ça, ça a été une révélation puisque en fait, c'est sorti en fait dans l'ordre, c'était psycho, philo et formation. Le formation a été le plus réaliste et réalisable. Ok. Psycho, je voulais pas me faire 5 ans, même si je suis un grand fanatique de psycho. Voilà, il n'y a pas de hasard quand même. Super. Un beau métier. Ouais, franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je pense que déjà, on pourrait couper le podcast à ce niveau-là parce qu'en un quart d'heure, tu as vraiment dit beaucoup de trucs intéressants. C'était voilà, beaucoup de choses qui m'ont parlé, que j'ai déjà aussi entendu avec d'autres formateurs que j'ai déjà interviewés avant et qui font du coup écho et qui font sens. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, notamment sur la partie développement personnel, qui sont, ben, rien que dans ton explication, qui méritent d'être, entre guillemets, compris et alors peut-être pas appliqués parce qu'il n'y a pas vraiment de conseils, mais de vraiment bien comprendre que c'est vrai qu'en tant que reconversion pro, on doit être acteur de sa reconversion et pas juste la subir entre guillemets et qu'on doit vraiment la choisir et que c'est important de la choisir correctement. Parce que moi dans le digital par exemple je vois souvent des apprenants, c'est un peu dommage mais on sent qu'ils sont là parce qu'ils ont un petit peu vu la lumière, je vais dire ça de manière un peu péjorative mais c'est vrai, alors qu'une reconversion c'est quand même un choix qui est compliqué à faire parce que comme tu l'as très bien expliqué et t'en es un exemple, passer du salarié à même un autre poste salarié, de changer totalement de métier. Alors c'est sûr que si on devient chef d'entreprise, c'est encore différent, mais ça demande quand même une vraie réflexion et d'être prêt à être capable de faire ce changement-là. Et si en plus on se trompe, alors là c'est difficile parce qu'on prend une claque dans le moral, dans la confiance en soi, dans tout ce qui est notre être finalement. Et c'est vrai que des fois je me dis, mince, c'est dommage que ces personnes-là, elles n'aient pas plus réfléchi à leur choix professionnel et qu'elles soient peut-être attirées par les mauvaises choses et pas qu'elles aient fait comme toi, tu vois, un vrai bilan profond de compétences, de savoir qu'est-ce qui peut vraiment les animer et qu'est-ce qui les animera pour les prochaines années. Tu as complètement raison et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec différents clients sur ces thématiques-là et notamment un que j'affectionne particulièrement. Il va être content, j'étais avec lui tout à l'heure. C'est Human Booster avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant. Je travaille depuis 2 ans et j'aime beaucoup ça parce que en fait, ils ont une vraie philosophie du monde de la reconversion et ce que j'affectionne tout particulièrement, et c'est ce qui fait mon choix de client aussi, c'est que c'est des gens qui m'offrent la liberté d'être moi-même. Et je pense que parce que j'ai la liberté d'être moi-même, je permets aux personnes d'être elles-mêmes.
Et que, je sais pas, juste la liberté pour moi, c'est aussi de la liberté pour elle. Donc, ça suppose que pour moi, d'accepter ce qu'on appelle l'acceptation de l'autre dans son entièreté. Mais pour revenir sur la reconversion professionnelle, c'est que tu as raison, une reconversion ou une insertion professionnelle, parce que pour moi, le mécanisme est le même, c'est une réflexion. Mais je dirais que c'est une réflexion qui est importante et surtout qui va avoir pour moi deux paliers. Il faut, euh, En fait, il faut imaginer un projet dans une ligne rouge. Donc en fait, c'est qu'il faut imaginer deux choses. Il faut imaginer un projet, une ligne rouge. Pourquoi la ligne rouge? Parce que la ligne rouge, c'est ce qui fait que si ton projet il foire, tu prendras un autre projet et tu reviendras sur ta ligne rouge. En fait, c'est ton fil conducteur, c'est ton leitmotiv, ce qui te fait lever le matin. Et après, finalement, peu importe que tu prennes par la voie de gauche à droite ou la voie de gauche, parce qu'à chaque fois, tu reviendras sur ta ligne rouge. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'avais un monsieur qui voulait faire de la menuiserie d'art. Menuiserie d'art, il était cuisinier, il avait fait ça pendant 20 ans, je l'ai eu en reconversion professionnelle, il voulait faire de la menuiserie d'art. La menuiserie d'art, c'est un sujet de niche, un sujet qui n'est pas évident. Surtout, tu lui dis pas c'est impossible. Bien sûr que c'est possible, il va falloir s'arracher, il va falloir travailler, mais tu sais que c'est un projet qui va prendre du temps. Donc, ben, je l'ai fait travailler de cette façon-là. C'est OK, garde ce projet et en même temps, tu vas trouver un autre projet qui te permette non pas faire peut-être de la menuiserie d'art, mais de commencer à côtoyer la menuiserie d'art de façon à ce que, en côtoyant, peut-être que ça te ramènera à la menuiserie d'art. Et en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que je dis ça à mes petits jeunes et moins jeunes. Il y avait une étude qui était sortie. Alors, je crois, mais le chiffre est absolument colossal, le nombre de métiers qui travaillent sur une fusée. Et je crois, sauf erreur de ma part, je crois qu'on n'est pas loin du millier de métiers qui travaillent sur une fusée différente. Et finalement, figurez-vous que ces gens-là, ben, ils sont peut-être 1000 métiers différents à travailler pour une fusée. Imaginez le délire. Ce qui fait que, ben, du coup, ben, si je veux travailler sur une fusée, moi je veux aller demain sur la Lune, ben, je vais me lancer dans le marketing, ça ne marche pas, mais je vais peut-être aller faire de la technique, de l'industrie. Alors je vous fais des mots que je ne connais pas. Euh, Mais en fait, à partir du moment où vous avez ce projet et ce fil rouge, même si ce projet ne fonctionne pas, vous prendrez le projet d'à côté parce qu'il sera en lien avec votre fil rouge. Et je crois que dans la reconversion professionnelle, c'est ça qu'il faut, et qui est peut-être pas si évident que ça, c'est une double accroche. C'est mon projet, ce que j'appelle réaliste et réalisable. À un moment, il faut manger, hein, faut pas non plus, voilà, faut être un moment où il faut que ça mange, hein, il n'y a pas de secret. Et effectivement, cette ligne rouge. Aujourd'hui, c'est pas rare en reconversion professionnelle, on prend un métier dit alimentaire Mm. dans l'optique de. Donc, on satisfait à l'urgence. C'est ça que je veux faire passer comme message. C'est pas parce qu'on fait une reconversion professionnelle que ça doit être tout de suite waouh. Non. Une reconversion professionnelle, c'est je trouve mon fil rouge et je trouve les chemins par lesquels je peux passer s'il y a besoin. Quand j'ai créé l'entreprise, j'ai quitté un très bon poste, hein, j'étais chez Leroy Merlin, une très très belle entreprise, je recommande d'aller travailler là-bas. Euh, Ouais. V- Venez-y de la part de Stéphane Baudard. alors là aussi, elle est sans problème. Mais je recommande d'aller travailler. C'était une entreprise qui pouvait m'amener à la retraite sans aucun problème, avec un très bon salaire, avec une très belle situation. Moi, j'ai choisi de passer par un autre chemin. Et en fait, je me suis posé la question, et c'est ce qui m'a fait créer l'entreprise, c'est, et si l'entreprise foire, qu'est-ce que tu fais? Ça peut arriver, hein. Voilà, je me lançais corps et âme, je ne savais pas ce que ça allait donner, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, et c'est là quand on revient sur la confiance, c'est je connais mes ressources, je sais de ce dont je suis capable. Et en fait, la vérité, c'est pas de la démagogie. J'ai dit, bah, s'il faut, demain, je vais porter ces parpaings sur un chantier. Et c'est pas de la démagogie, c'est dans ma tête. Demain, s'il faut porter des parpaings sur un chantier, j'irai le faire. Un très beau métier, c'est physique, tu reviens, tu es bien costaud, bien bronzé. Ben ouais, effectivement, c'est un très beau métier. Et je sais que je peux le faire. Donc, je crois qu'un projet professionnel, c'est exactement ça. C'est de se dire, et peu importe finalement cette fameuse ligne rouge, c'est peut-être, moi, pour moi, la ligne rouge, ça a été cette philosophie. C'est, OK, lance-toi dans ce projet, ça fait pas, mais c'est pas grave, tu iras porter des parpaings. Allez hop, et on y va. Et une reconversion professionnelle est d'autant plus réussie, je crois que quand on est vraiment sur ce truc-là, c'est pas seulement un métier, c'est aussi une vision.
Juste pour terminer, parce que je l'aime bien aussi, petit clin d'œil à mon oncle qui travaillait sur le chantier naval de Saint-Nazaire. Il était chaudronnier. Et tu sais ce qu'il disait, quand on lui demandait ce qu'il faisait comme métier, tu sais ce qu'il répondait? Dis-moi. Il disait, je fabrique les plus beaux paquebots du monde. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et il a raison. Non, mais c'est super ce que tu dis. Sur le dernier point que tu viens de donner, pour moi, il y a la notion d'échec quand même, enfin, que je vois, qui est je n'ai pas peur d'échouer finalement. Enfin, j'ai pas peur d'apprendre ou d'essayer et de ne pas y arriver. Puisque, en fait, je vais pas dire que c'est une porte de sortie d'aller porter des parpaings, mais c'est parce que c'est peut-être pas ton métier de cœur. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Mais tu te dis que dans tous les cas, si j'échoue d'un côté, bon, comme tu l'as dit, tu as ton fil rouge, mais j'ai pas peur de faire quelque chose qui ne me plaît pas pour retourner ou attendre pour arriver à faire quelque chose qui rejoint encore une fois mon fil rouge. Et j'ai exactement, ça m'a fait sourire quand tu l'as dit, parce que je pense que c'est peut-être, alors peut-être pas une vision, je peux me tromper, hein, d'ailleurs c'est peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est plutôt une vision d'entrepreneur qu'une vision un petit peu moins d'entrepreneur. Je peux me tromper encore une fois, mais j'ai cette même vision que toi en me disant exactement comme toi. Si ma boîte, elle marche pas, parce que je suis aussi indépendant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai taffé, j'ai bossé chez Auchan, chez Leclerc, chez McDo quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je sais à quel point c'est alimentaire, c'est pénible, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Donc déjà, d'une part, ça me motive à bien travailler, à faire ce que j'ai envie aujourd'hui, ce qui me fait vraiment plaisir. Mais je sais aussi que demain, s'il faut le faire, bah, je ne serai pas feignant, j'irai le faire. Parce que je l'ai déjà fait, ça ne m'a pas tué, mais surtout, peut-être qu'en même temps, ça me rappellera à quel point j'ai été bête de ne pas travailler assez, si la faute vient de moi, que mon entreprise n'allait pas fonctionner. Après, si c'est contextuel, voilà, que c'est une crise, etc., ou qu'il n'y a pas de clients, que je me suis trompé sur la niche, bon, pas de souci, hein. Mais je veux dire, j'ai pas peur d'échouer dans ma branche, même si, bon voilà, aujourd'hui, contrairement à toi, je pense que je suis quand même attaché Mhm. à mon confort d'entrepreneur, ma liberté, le salaire que j'ai, les clients que j'ai, voilà, le travail aussi, on y est attaché hein, forcément quand on est bien dedans. Mais j'ai quand même pas peur de me dire, si demain il faut y aller, j'irai cravacher chez, voilà, porter des parpaings ou chez McDo. Par contre, laisse-moi te dire que je vais très vite retrouver une solution pour avoir quelque chose qui me plaît vraiment. Donc, est-ce qu'il y a cette notion d'échec derrière, ou est-ce que toi, tu n'avais pas du tout la notion d'échec et que tu voulais vraiment parler d'autre chose? Eh bien, en fait, je, alors, je vais peut-être en choquer certains, mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Enfin, ou choquer ou rassurer, mais je m'explique. Pour moi, la vie est une succession d'expériences. Et qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié en reconversion, pour moi, la mécanique est la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, on mène une expérience de vie. Voilà, une expérience. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ou du moins, c'est pas que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est que je n'ai pas eu le résultat que j'en ai escompté. J'ai fait quelque chose pour obtenir un résultat, je n'ai pas obtenu le résultat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me dire c'est un échec, je vais essayer de décortiquer. Alors, ça nécessite une mécanique, alors je ne vais pas tout dévoiler, mais dans le module que je fais sur la confiance, en fait, je suis en train de te faire une partie du module. Mais en fait, dans cette expérience, je vais essayer de décortiquer les points sur lesquels je peux agir pour mener une nouvelle expérience. Et en fait, enfin, moi, j'aime pas le mot échec parce que finalement, la vie n'est qu'une succession d'expériences jusqu'à un moment où tu dises, bah, j'ai le résultat que je voulais. J'ai le résultat que je voulais. Est-ce que c'est un bon résultat, un mauvais? Non, on s'en fout. C'est ce que je voulais. Et une des particularités que je fais travailler lorsque je fais tout ça, c'est que je demande aux personnes d'enlever tous les mots d'appréciation. Bien, mal, mauvais, nul, on laisse tomber. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça pour moi qui est important, et c'est pour ça que je ne vois pas d'échec. Je ne vois pas d'échec, c'est j'ai mené cette expérience, ça n'a pas fonctionné. Alors, quand je dis je vais porter des parpaings, tout simplement, c'est que, en fait, pour moi, les parpaings, d'abord, j'ai déjà fait ça, pour la petite idée. J'ai déjà fait ça. Mais pour moi, les parpaings, c'est un moyen rapide, efficace. Tu vas faire le manœuvre sur un chantier, tu vas manger. Hmm. Voilà. En fait, je vais satisfaire mon besoin primaire, qui est un besoin de survie, et je vais satisfaire ça. Mais après, ma mécanique va de dire, j'ai pas échoué. J'ai mené une expérience, ça n'a pas fonctionné.
Donc, je vais essayer d'étudier quel est le point de l'expérience que je peux modifier pour faire une nouvelle expérience. Et quand on part dans cette mécanique-là, ben, il n'y a plus d'échec. Il y a juste une expérience qui nous permet d'obtenir le résultat qu'on l'on veut ou pas. En fait, j'ai piqué ça à des chercheurs. Un jour, je rencontre un chercheur dans un bar et on était à côté. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Bref. Et il me dit, je suis chercheur. Et moi, je l'ai taquiné, bien sûr. Qu'est-ce que tu cherches? Et il me dit rien. Ah, extraordinaire. Et c'est lui qui m'a expliqué cette mécanique-là. C'est que les chercheurs ont ça de merveilleux. Ils connaissent les principes actifs des produits, ils les mettent ensemble. Ils voient ce que ça donne. Et ça donne quelque chose d'exploitable, ils continuent. Ça donne pas quelque chose d'exploitable. Ils voient sur quels paramètres ils peuvent modifier pour provoquer une nouvelle expérience. Jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui convienne à ce qu'ils veulent faire. Eh bien, la notion d'échec, pour moi, alors, je comprends les gens qui utilisent le mot d'échec. Et je leur dis pas, vous avez un mauvais mot, ça leur appartient, et je ne dis pas, il y a un mauvais mot. Mais les gens qui parlent d'échec, ils ont le droit, c'est quelque chose d'important. Moi, je ne parle pas d'échec, je parle plutôt d'expérience qui m'a été utile, nécessaire ou pas. Et quand elle n'est pas utile, quand elle n'est pas nécessaire, quand elle ne présente pas ce que je veux, qu'est-ce que je change pour? Qu'est-ce que je change pour provoquer une nouvelle expérience? Et à chaque fois, c'est ce que je fais dans les formations. Hein. Dans les formations, pour revenir au sujet, j'ai un module qui est fait, j'ai une trame qui est faite, qui me semble bien, et je propose. Et puis j'observe. Je sais que si je fais ça, normalement, ça rigole. Bon. Et puis, ce jour-là, ça rigole pas. Ah, alors là, il faut réfléchir vite. Hein. Mets ta position, tu regardes ce qui se passe, et puis, ben, tu observes. Quel est le paramètre? Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, comme ça. Pas de conclusion hâtive. Et tu prends tous ces éléments et tu dis, bah, puisque ça n'a pas fonctionné, je vais essayer de le faire autrement et de le proposer autrement. Et cette nouvelle expérience, tu observes à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Et finalement, bah, tu t'aperçois que la pédagogie, en tout cas telle que je la vis moi, la pédagogie n'est jamais qu'une succession d'expériences. Mm. Je me sers aussi beaucoup quand je suis avec des stagiaires, j'explique ma phrase, et quand les gens ne comprennent pas, et ça c'est typiquement ça, les gens ne comprennent pas, bah, c'est un et un autre qui explique. Et puis l'autre, comme il va expliquer, ça va être 100 fois plus compris, parce que des fois je me perds, hein. Faut pas croire. Des fois je me perds. Hein. Mais, et en fait, c'est ça, c'est pas de me dire j'ai été nul parce que j'ai pas réussi à susciter l'attention, c'est j'ai proposé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je mets en place pour provoquer autre chose? Et peut-être que c'est pas moi qui ai la solution. Peut-être que c'est, bah, tu vas prendre le gars qui est au fond de la salle et c'est lui qui va intervenir. Et là, tu vas dire c'est limpide. Mm. Tu vois, c'est pour ça que cette notion d'échec, Non, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, le mot échec était peut-être un peu fort. Enfin, pas, je pense qu'il y a, je te rejoins totalement sur les expériences. Et maintenant que tu l'as expliqué, tu vois, j'ai fait la relation dans ma tête, j'ai dit, bah oui, en fait, je me suis peut-être mal exprimé. Pour moi, il y a quand même parfois des échecs. En tout cas pour moi, je garde quand même des fois le mot échec. Mais c'est vrai que tu as raison. La plupart du temps, c'est plutôt des expériences qu'on a qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas abouti à ce qu'on attendait. Et tu l'as totalement bien résumé. Et voilà, donc après on réitère, on fait des modifications et on continue à vivre des expériences et de s'améliorer en fait et de grandir personnellement. Puisque ça, enfin, je vais pas dire que ça sert à rien de faire grandir les autres, parce que c'est quand même intéressant, mais c'est avant tout placer la valeur sur soi, parce que c'est nous qui sommes, et je voulais revenir sur ce que tu disais au tout début, hein, on est notre propre acteur de notre propre vie, on est l'acteur principal de notre propre vie, et ça, il faut le comprendre, et mettre un maximum, en tout cas pour moi, hein, mettre un maximum de ressources sur soi. Bien sûr, il faut aider les autres, mettre des ressources sur les autres, les aider, hein, mais il faut avant tout se concentrer sur soi-même. Et ça rejoint un petit peu le développement personnel et tout ce que tu expliquais tout à l'heure. Je suis totalement OK avec toi là, sur la dernière phrase que tu as dite sur si par exemple moi j'explique quelque chose en tant que formateur et que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça fait sourire un petit peu là, les promos que j'ai eus récemment, de dire ben, si moi, vous n'avez pas compris avec moi, bah, allez sur Internet ou comme tu dis, hein, prenez quelqu'un d'autre, faites-vous expliquer.
ou dans le monde du digital, je leur dis, allez sur tel site ou tel site, allez regarder. Moi, je suis pas un sachant, je suis pas la personne, je suis pas Dieu dans le développement. Donc, si vous n'avez pas compris avec ma parole, peut-être que j'ai mal expliqué, peut-être qu'on s'est pas compris. Donc, essayez d'aller voir sur Internet ou de demander à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous aurez l'info sur ce point-là. Et les gens me disent, non, mais Thomas, attends, si tu es là, Le formateur. c'est parce que tu es le formateur. J'ai dit, ouais, mais c'est pas parce que je suis le formateur que j'ai la bonne manière de communiquer avec toi ou que tu vas être réceptif à ce que je vais te dire. Et ça, c'est important de le comprendre. Et je leur explique après, ouais, mais vous savez, il y a des méthodos, enfin, et t'en parlais tout à l'heure, des méthodes d'apprentissage. Et, Mm. et exactement comme tu l'as très bien dit, alors moi j'ai fait des podcasts là récemment sur les trois grandes méthodes kinesthésiques, auditives et visuelles, mais j'ai vu aussi passer en faisant mes recherches et mes podcasts les fameuses méthodes là, qui en avait un peu plus de 74. Moi j'étais resté sur 74, mais t'as raison, il y en a peut-être, si t'as le bouquin et que tu peux regarder, mais il y en a peut-être plus que ça. Et en effet, en fait, on ne correspond pas en tant que formateur à toutes ces méthodos et c'est normal, heureusement. Et une fois qu'on l'a compris et qu'on l'a intégré, il faut aussi comprendre qu'en face de nous, on a des apprenants qui, eux, correspondent à une de ces 70 ou 80 méthodes et que de temps en temps, ça peut ne pas matcher. Et même souvent, ça ne matchera pas. Donc, soit on essaye de trouver des méthodes différentes pour essayer de quand même apporter l'info, soit comme tu dis, comme tu le dis très bien, on essaye de leur dire, tiens, prends quelqu'un d'autre et fais-toi expliquer parce que lui va Mm. peut-être matcher avec ta méthode d'apprentissage. Et Exactement, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment. Et puis, ça va même plus loin, c'est que nous, on est à l'aise avec notre méthode d'apprentissage. Moi, je suis à l'aise avec la mienne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je partage la mienne, c'est la seule que je connais. Et comme tu dis, ça correspond à c'est ça. 1 sur 60. Alors quand même, j'aimerais rebondir. Est-ce que tu as essayé de... Alors je vais pas dire de changer ta méthodo, mais est-ce que tu t'es dit, je vais essayer peut-être de changer de support par exemple? L'exemple que j'ai, c'est moi pendant le confinement, je me suis rendu compte sur une promo, donc avec un de mes clients, que c'était assez difficile avec mes méthodes d'apprentissage habituelles. Puis avec le confinement, etc., ça a changé la donne. Et je me suis dit, plutôt que de faire tout le temps des PowerPoint et de parler, d'expliquer, de coder en live, je vais leur apporter en plus des vidéos qu'ils vont pouvoir regarder en illimité. Donc du très visuel. Et donc j'ai refait tout mon cours en vidéo pour leur donner ce second support. Et ça a vachement bien marché. Ils ont grave aimé. Ça, voilà, ils ont été très réceptifs. Donc je dis pas que c'est une solution voilà, qui fonctionne tout le temps, mais est-ce que toi, tu t'es déjà dit, je vais essayer de changer ma méthode d'apprentissage pour essayer de coller à une de ces 70 ou 80 méthodes d'apprentissage? Alors, je n'irai pas d'un point de vue technique, mais oui. Alors, en fait, pourquoi? Non, en termes de PowerPoint, vidéo, j'en fais déjà pas beaucoup de PowerPoint. Je suis pas un féru. Ça Ouais. sert plus de support à la fin. Ça sert plus de support à la fin que de véritablement support. D'ailleurs, en général, de toute façon, tu mets un PowerPoint au début de la journée, et puis après, de toute façon, j'ai complètement Ouais. oublié. Donc, mais par contre, je teste différentes solutions. J'explique, c'est que jusqu'ici, je faisais par exemple une formation sur le CV, comment faire un CV, comment rédiger un CV. J'étais parti où je leur faisais faire un exercice de recrutement pour parler du CV. Et puis je me suis trouvé, voilà, ça devient un peu routinier. Et là, j'ai adopté une autre méthode, c'est qu'au lieu de parler du CV dans son entier, je parle que du pavé compétences. Et en fait, au travers du pavé compétences, j'ai remarqué qu'ils prenaient beaucoup plus en compte l'esprit du CV et qu'après, ils étaient capables que si tu leur disais, le CV, tu mets la photo là, tu mets le truc là, tu mets le truc là, ce qui est chiant à pleurer au final. D'ailleurs, pour leur dire, parce que moi je leur dis toujours, le CV idéal, il n'existe pas. Et le CV idéal, c'est juste quand tu es embauché. Pour moi, c'est ça. Donc, et donc, oui, en fait, voilà, pas d'un point de vue technique sur une vidéo, un truc comme ça, mais par contre, une approche différente, non plus d'apporter point par point, mais à partir d'un point, tu vois, Élargir. c'est soit j'amenais tout avant, j'amenais tous les éléments, aujourd'hui, je pars d'un point et je clate sur le reste. Et que finalement, je leur fais travailler ce point-là parce que pour moi, c'est un point essentiel et capital et que finalement, c'est eux-mêmes qui viennent déborder sur le reste. Et c'est là où ils se font leur propre apprentissage, en fait. Et j'ai remarqué que ça, c'est un système qui est très intéressant parce que tu leur amènes un détail, qui n'est pas des moindres, un détail pour moi capital central,
Et c'est eux qui font tout le reste et qui viennent créer leur truc. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit bon, bah, ok, super, bon, bah, je vous laisse, je vais faire mon CV. Ok. Ah. Et en plein cours, mais parce qu'il avait chopé ce qu'il avait chopé et ça lui a donné envie d'eux. Et c'est pour ça que ce que tu disais, mais tu as complètement raison, est passé par le système des vidéos. C'est en fait offrir aux personnes, et je te rejoins complètement, c'est une méthode différente, mais offrir aux personnes le moyen de se dire j'ai envie d'aller voir ce qui se passe à ma façon. À ma Parce que façon. quand je suis à ma façon, c'est facile. Tout à fait. Non, mais c'est super. Euh, Ça rejoint exactement ce qu'on était en train de dire. Donc c'est cool. Alors j'aimerais quand même revenir un petit peu parce qu'on s'est pas mal éparpillé, mais c'est super intéressant parce que voilà, d'avoir de la réflexion autour de tous ces domaines, c'est assez rare. Enfin, je vais pas dire que c'est assez rare, mais on n'entend peut-être pas trop parler, ou moi j'en entends pas trop parler. Et je pense que c'est quand même des sujets qui sont finalement presque aussi, voire plus importants que tout le reste, parce que ça détermine quand même beaucoup de choses sur tes capacités, enfin pas tes capacités, mais ta façon dont tu vas intégrer l'apprentissage, dont tu vas vivre ta reconversion, si tu vas vraiment être acteur de ce que tu vas faire, et que tu vas être impliqué correctement. Et je trouve que c'est quand même, mine de rien, des domaines qui sont très peu évoqués, mais qui ont une importance capitale, que ça soit d'ailleurs en reconversion pro ou même dans sa vie personnelle, hein. Ah oui, tout Même, à fait. voilà, là on est dans le domaine de la reconversion pro parce que c'est dans ce projet-là, mais même en dehors de tout ça, ça a quand même des notions capitales et je trouve ça super de pouvoir en parler avec toi. Et c'est vrai que je nous laisse un peu dévier du sujet principal parce que je pense que d'autres personnes auront des choses à apporter sur les questions que j'ai habituelles, que je pose pardon, habituellement. Mais j'aurais pas les réponses que toi tu as sur les questions que là on aborde ou très rarement avec des personnes autour de la TRE et de ce domaine-là. Bon, malgré tout, on va essayer de revenir un petit peu. J'ai quelques Allez, questions que j'avais notées au tout début. Du coup, tu es ton propre organisme. Est-ce oui, qu'aujourd'hui, tu donc, es data docké et tu es en cours de Calliope? ouais, tout à Euh, fait. On a lancé sur Calliope, ouais. donc, tu bosses quand même avec des clients, même si moi j'ai la réponse et qu'on en a eu une brève réponse avec notamment Human Booster, qui est un des organismes qui est revenu dans les différents podcasts que j'ai eus, puisqu'ils Ouais. font du digital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, c'est plus, enfin, moi, c'est plus les podcasts autour du digital qui m'intéressent. Mais quand même, est-ce que tu as d'autres clients, que tu as droit de citer les noms, avec lesquels tu travailles? Oui, oui, bah, actuellement, je travaille donc avec les CCI, donc CCI Formation à Clermont-Ferrand et celle de Vichy et celle de Montluçon. Je travaille aussi, bah, notamment en ce moment, là, je vais rattaquer un programme avec FRAT Formation, qui est un organisme de formation, donc pareil, insertion professionnelle et FLE, français langue étrangère. Alors, ils font pas que ça, mais ils en font une partie, effectivement. Voilà, je travaille avec des organismes comme ça. Je travaille aussi en ce moment pour le GIP Auvergne et l'éducation nationale. Donc là, c'est une nouvelle aventure avec des secondes, premières terminales en lycée mécanique, dans les filières mécaniques. Donc très, très intéressant. Un autre public que j'aime beaucoup. Et puis, ben, bon an, mal an, là aujourd'hui, je travaille plus trop avec eux, mais j'ai travaillé avec le Greta, j'ai travaillé l'ADREC, si je travaille régulièrement avec l'ADREC sur les formations en bureautique, D'accord. donc de l'Excel et du PowerPoint. Donc j'ai travaillé avec le Greta, j'ai travaillé avec Biojardin, qui est une entreprise d'insertion, très intéressant. J'avais travaillé pour la Ligue contre le cancer aussi. Donc je travaille bien pour plusieurs clients. D'ailleurs, ça fait partie de notre obligation Hmm. de travailler pour plusieurs clients, puisque si vous travaillez au-delà d'un certain nombre d'heures pour le même client, vous pouvez être requalifié en salarié. Donc il faut y faire attention quand même Hmm. à ça. Donc bien multiplier ses clients. Et puis l'autre intérêt, enfin, moi, il est aussi psychologique, c'est que voilà, je suis quelqu'un qui aime la nouveauté, qui aime la richesse. Non pas que quand on est au même endroit, on ne soit pas riche, mais voilà, ça m'évite et ça nourrit ma soif de nouveauté, ma soif de créativité, d'innovation, parce que à chaque fois, il faut que j'innove hein, sur des sujets différents, il faut que j'innove. Donc voilà un petit peu les personnes pour qui je travaille. Plutôt des gens avec qui je suis fidèle. Moi, je suis plutôt quelqu'un de fidèle. Ouais. Euh, voilà. Ok, mais c'est quand même un éventail assez large.
Et du coup, tu as ta société, donc j'avais noté janvier, enfin en tout cas, tu es devenu formateur à partir de janvier 2017. Voilà. Et l'entreprise a été créée donc en juin 2017. Ok, donc en finalement un peu plus de 3 ans et demi, on va dire, pour arrondir large. Voilà, bah, ça va faire 4 ans au mois de juin. Donc là, je suis sur mon quatrième bilan pédagogique. Euh, L'activité est plutôt constante, donc ça fonctionne bien. Là, j'aimerais bien justement que ça booste un peu, que ça pousse un peu. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que les années ont passé, et d'autant plus l'année dernière avec cette crise, ben, c'est que globalement, bon an, mal an, ben, je dois avoir une baisse de 3 à 4%, ce qui est, ma foi, 3 fois rien sur l'année, sur Hmm. l'ensemble de l'année. Donc voilà, plutôt très content du résultat, vraiment très intéressant. Maintenant que tu en parles, je vais me permettre de rebondir là-dessus. Comment est-ce que toi, tu as vécu le confinement en tant que formateur? Bon, on en a parlé un petit peu juste avant en off, et c'est pour ça que je te repose la question, mais histoire que tout le monde ait les infos qu'on a partagées. Comment est-ce que voilà, tu as vécu ce confinement, ce passage forcément un petit peu au distanciel, forcé? Comment est-ce que tu as ressenti les apprenants? Est-ce que ça a été la même chose de donner cours? Est-ce que ça a été différent? Est-ce que tu as mieux apprécié? Aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, je suis toujours en distanciel. Il y a très peu de présentiel. Je ne sais pas pour toi, tu pourras me répondre là-dessus. Et est-ce que si tu pouvais donner un petit peu les différences, ton ressenti, et ce que tu préfères finalement? Ah ben, je vais commencer par ce que je préfère, le présentiel. Ouais, comme tout le monde, comme tout le monde. Là, demandez-moi pour quoi que ce soit, pourvu que ce soit du présentiel. Euh, alors, je vais partir d'aujourd'hui et puis je vais remonter un petit peu en arrière. Donc aujourd'hui, je dirais que 90% de mon action, elle est en présentiel. Quand on est dans le monde de la reconversion professionnelle, où voilà, on est sur du présentiel, là, je vais attaquer une formation, on va être sur du présentiel. Donc, il y a encore pas mal de formations en présentiel, mais on est sur des organismes aussi qui ont une capacité d'accueillir en toute sécurité, avec les distances sociales, avec tous les éléments qu'il faut. Et Human Booster est très attentif à ça, comme les autres d'ailleurs. Mais chaque fois qu'il y a du présentiel, voilà, c'est fait dans les règles de sécurité, avec tous les protocoles qu'ils font. On a du distanciel lorsqu'on se retrouve sur des groupes qui sont un peu grands, comme la DREC aujourd'hui, où je retrouve avec des groupes sur la bureautique où on va être 20-25. Là, c'est trop pour une salle, donc on va avoir effectivement du distanciel. Pour moi, je vais aller très loin, mais je pense que la formation en distanciel, c'est une nouvelle compétence. Je ne l'ai pas, je l'ai appris sur le tas. Je commence à mieux l'appréhender, je commence à mieux le vivre aussi. Mais je pense que c'est une vraie nouvelle compétence. Et de la même, on parlait tout à l'heure des stagiaires qui ont différentes façons d'apprendre. Je crois que demain, on aura peut-être des formateurs spécialistes en distanciel et des formateurs spécialistes en présentiel, d'autres formateurs qui feront les deux, qui auront cette capacité à faire les deux, à la fois par goût, mais aussi par euh, capacité ou du moins, oui, je pense que c'est une capacité différente. C'est une capacité différente. Sans nul doute que je préfère le présentiel. Aujourd'hui, je commence à mieux gérer le distanciel. Mais c'est vraiment une nouvelle façon de faire et j'ai pas été formé pour ça. Il faut pas oublier que quand on passe tout de suite à l'époque, moi donc j'ai passé en 2016-2017, formateur professionnel d'adultes, on nous parlait du FOAD, formation ouverte à distance, mais on n'imaginait pas du tout que ça allait arriver, hormis de travailler sur une plateforme dédiée à ça. Là aujourd'hui, ce fameux FOAD qu'on a écouté d'une oreille distraite parce qu'on n'était pas du tout dans cette idée-là, bah, aujourd'hui j'imagine que dans les formations de formateurs, c'est devenu un incontournable obligatoire. Donc ça, c'est assez marrant. J'ai souvenir quand on disait ouais, FOAD, moi, c'est bon, FOAD, ça m'intéressait pas du tout, c'était pas ce que je voulais faire. Maintenant, à la fois pour les stagiaires et pour nous aussi, bah, il y a du métier à apprendre. Il y a des stagiaires qui continuent d'apprendre, ben, allons-y, quoi. Allons-y gaiement. Au début, je voulais pas. Véridique, je voulais vraiment pas. On m'a proposé, ben, à l'époque, j'étais avec Human Booster sur un groupe insertion, un groupe CVE, quand on nous a confinés donc le 11 mars et qu'on a le 13 mars, je sais plus, et qu'on devait repartir le 11 mai. Entre les deux, au début, donc Human Booster m'a demandé concrètement si je voulais continuer à faire de l'insertion, à accompagner les gens en distanciel.
J'ai pas voulu. Vraiment, j'ai pas voulu, mais parce que je suis convaincu que sur un sujet comme la reconversion professionnelle ou l'insertion professionnelle, ça ne se prête pas au distanciel. Ou alors, on fait du distanciel, mais en face à face. Te retrouver avec 12 apprenants, avec 12 problématiques différentes, avec 12 histoires différentes, avec 12 inquiétudes différentes, 12 doutes différents, c'est très très compliqué et en aucun cas tu peux individualiser. Donc au début, voilà. Après, je suis passé sur du distanciel, mais sur des sujets comme de la bureautique. Et là, on est sur un sujet qui, à mon avis, le permet plus. Donc en fait, je pense que à la fois le formateur doit apprendre cette nouvelle compétence de former à distance, et je pense aussi qu'il y a des formations qui peuvent, ou du moins des thèmes, je ne vais pas dire des formations, je vais dire des thèmes, des modules qui peuvent être faits en distanciel et d'autres non en distanciel. J'explique, la DREC m'a demandé, et en toute sympathie, de faire un module de communication en distanciel. Et c'est très difficile. Faire de la communication en distanciel, c'est une thématique qui n'est. Alors, j'ai donné toute l'énergie que je pouvais donner, toute l'envie que j'ai donnée, parce que je me connais, je sais comment je suis. Je suis quelqu'un qui vit à 300 km/h, à 300%. Donc j'ai donné. Mais nul doute que si on avait été en présentiel, j'aurais pu apporter peut-être une impact un peu plus puissante, un peu plus forte. Ils ont appris, ils ont fait. Voilà. Donc je pense que vraiment cette thématique, cette action en distanciel correspond à des stagiaires, à des formateurs, à des thématiques. Et peut-être que demain, justement, c'est ça qui, je pense, qui serait intéressant. Et je commence à réfléchir, quand tu parlais de nouvelles méthodes, je commence à réfléchir et à me dire, finalement, sur l'ensemble d'une formation, il y aurait des jours en présentiel, il y aurait des jours en distanciel. Et dans ces jours présentiel, distanciel, chacun pourrait choisir, est-ce que je décide d'être présent, est-ce que je décide d'être à la maison. Pareil, le formateur pourrait être, pourquoi pas, deux formateurs sur une formation. Alors, là, je suis dans un monde idéal, hein, dans un monde. Certains pourraient dire, là, ils vont m'écouter, ils vont dire, oh là là, c'est quoi ce truc? Mais je me dis que finalement, et si c'était ça l'individualisation dont tout le monde rêve? Et si finalement c'était ça l'individualisation dont tout le monde rêve, c'est je choisis ce que je veux apprendre et comment je veux l'apprendre. Je prends souvent comme exemple, peut-être que demain ce sera comme ça, aux États-Unis où l'après-midi, tu as des cours qui sont affichés et chacun décide de s'inscrire. Peut-être que demain c'est une nouvelle. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Voilà, c'est ma réflexion du moment. Mais pour revenir au sujet principal, en fait je l'ai plutôt bien vécu. Pourquoi je l'ai plutôt bien vécu? À la fois parce que mes clients ne m'ont pas laissé tomber. Donc j'avais des nouvelles. On a discuté avec d'autres formateurs, on s'est donné des nouvelles. Je suis sur un autre projet de création d'entreprise, donc avec un autre collègue formateur sur Moulins. J'ai créé une deuxième entreprise, puisqu'aujourd'hui j'ai créé l'activité de photographe, qui explique la bestiole qui est derrière là-bas. Euh, donc en fait, tout ce que je n'ai pas pu faire pendant ce confinement, parce qu'on était enfermé chez soi, du moins enfermé chez moi, euh, je l'ai compensé par des activités autres. Donc, je me suis remis à la guitare, j'ai fait de la photo, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais faire demain avec ces formations. D'ailleurs, franchement, je me suis posé la question, est-ce que j'ai arrêté? Faut pas croire, je fais tout rock'n'roll, mais je me suis posé la question, est-ce que ça vaut bien le coup de continuer? Est-ce que ça va repartir, etc., etc. Et je crois que ce qui m'a permis de traverser ce moment et ce que j'ai essayé de faire avec des stagiaires avec qui j'étais, puisqu'on on a véritablement coupé la formation du jour au lendemain, on leur a dit, vous ne revenez pas. Donc pour eux aussi, c'était violent. Ouais. C'était pas violent que pour nous, ça a été violent pour eux aussi. Ils m'ont appelé, Steph, qu'est-ce qu'on fait? Steph, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je me dis que j'ai essayé de garder ce lien. Alors, tant bien que mal, ils répondaient pas, c'était pas grave. Mais j'ai envoyé un petit mot. J'ai envoyé un petit mot au stagiaire, je leur ai envoyé un petit mot. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? Alors, certains m'ont répondu, d'autres m'ont pas répondu, mais c'était pas grave. C'était pas grave. C'était à eux de choisir. Quand on vient au fait d'être acteur, Mm. c'est à eux d'être acteurs. Ils avaient mon numéro, ils voulaient m'appeler, ils m'appelaient.
Et je crois que c'est comme ça que j'ai traversé un peu les épreuves. Aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec ces stagiaires qui ont traversé le confinement, qui ont été bloqués et que j'ai retrouvés après lorsque ça a été réouvert. Notamment une jeune demoiselle que je continue d'accompagner, bien sûr, en off, mais voilà, je sais qu'elle a besoin et elle sait qu'elle peut compter sur moi quand elle a une question, une interrogation. J'ai vu telle entreprise, je ne sais pas comment faire. Je lui réponds. Et je crois que c'est ça qui va faire notre métier de formateur enfin, du moins mon métier de formateur de demain. On leur apprend des choses, je leur apprends des choses, je leur propose des choses. Mais en fait, une formation, et on en parlait cet après-midi, une formation, on utilise le terme de formation tout au long de la vie. Et je crois que c'est ça, en fait, une formation. C'est une formation tout au long de la vie. Et que même si tu as fini la formation avec Stéphane, la porte se ferme, tu rentres chez toi, tu te retrouves tout seul, et deux paroles de stagiaire, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin. C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin. Et je crois que comment j'ai réussi à vivre cette période de confinement, parce que ben, j'ai continué à être avec eux. Alors, bon an, mal an, ça répondait pas, peu importe, c'était pas grave. Mais j'ai continué d'être avec eux et je crois que ça m'a fait du bien et je leur ai fait du bien. Parce qu'on était encore ensemble. Et ça m'a montré une chose, c'est que finalement, c'est pas la formation qui est importante, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et voilà. Et je pense que j'ai traversé cette période-là, ouais, oui, finalement, je suis content. Ouais, voilà, faut rester sur cette note. T'es content, c'est super. Du coup, il y a quand même, si je reprends là tes derniers propos, il y a une notion peut-être assez forte quand même de relation avec les apprenants. Oui, ouais, Et oui, oui, ça, c'est quelque chose que je note, alors je vais pas dire chez tous les formateurs, hein, parce que j'en côtoie pas non plus des milliers des cents, mais tu vois, ça c'est quelque chose que je disais à Audrey quand j'ai fait le tout premier podcast. Elle avait cette même notion, tu vois, de relation avec l'apprenant. Et moi, j'ai cette relation aussi où c'en est presque devenu une drogue, entre guillemets. Et ça rejoint ce que tu disais au début, qui est que c'est la richesse des autres, dans un sens, où en fait, à chaque formation, et ça rejoint aussi ce que tu disais à l'instant, que tu vis à 300, que tu as plein de clients et que tu as besoin de changer un petit peu de clients. Et pour moi, c'est devenu une drogue d'aller en formation et de m'enrichir des autres, mais aussi de les enrichir avec mes connaissances parce que c'est un partage. Mais c'est vrai que oui, j'apprends plein de choses en dehors de l'informatique que j'aurais jamais apprises, ou que j'aurais jamais appris, pardon, je sais pas, dans la vie, ou moins vite en tout cas, parce que là, je prends des formations où je vois 15 personnes qui ont 15 vécus différents, donc comme tu dis, 15 problématiques, 15 choses différentes, et tu discutes avec eux, tu prends plein d'infos, tu comprends plein de choses, tu t'enrichis, et puis après, ben, c'est un échange où toi, c'est ton tour, et bon, bah, tu viens pour ton domaine, pour leur futur métier, et tu vas leur donner ce que tu sais par rapport à ce domaine-là. Et c'est incroyable parce que bah, tu t'enrichis tellement vite, tu comprends tellement plein de trucs que tu n'aurais jamais compris ou en beaucoup plus de temps. Et je me dis, en 2 ans et demi de formation, j'ai peut-être appris 10 ans de choses ou de conversations que j'aurais appris avec le temps, quoi. Et ça devient vraiment une drogue pour moi, cette relation. Et je le sens, pour revenir quand même au sujet de la question, que moi, à distance, j'ai pas cette même relation avec les apprenants. C'est plus difficile d'avoir un lien de discussion avec eux. Tu sens que c'est plus, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu sens qu'il y a des apprenants, ils sont faits pour le distanciel, et tu sais qu'il y en a qui sont faits pour le présentiel. Tout comme tout à les fait. formateurs, hein, tu as des formateurs du présentiel et du distanciel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que j'ai eu des formations où les gens ils avaient été recrutés pour du présentiel, et tu sentais que pour le distanciel, c'était mort. Et c'est ce que tu disais en off tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment donné où ça fait presque mal au cœur en tant que formateur, enfin en tout cas moi ça me fait mal au cœur, d'accepter que bah, malheureusement il y en a qui répondront pas et qu'il va falloir se concentrer sur ceux qui répondent pour ne pas se laisser entre guillemets embarquer dans ralentir le cours ou ne pas faire passer tout ce que tu voudrais. Et c'est vrai que c'est difficile, tu vois, pour moi de faire ça parce que je suis déjà entre guillemets frustré de ne pas pouvoir tout le temps donner un maximum de valeur. J'aimerais bien que c'est fou, mais j'aimerais bien on me siphonne le cerveau, que je leur donne et que je leur dise, allez, maintenant on est tous sur le même pied d'égalité, on va s'amuser tous ensemble pendant les 10 prochains jours, et là on va faire des trucs kiffants, parce que apprendre les bases, c'est marrant, mais
c'est pas super marrant. Il y a plus marrant. Donc tenez, prenez ce que je sais. Et puis voilà, on bombarde, on va faire des trucs super cool. Mais le problème, c'est que bah, des fois, je suis frustré où je me dis, je sors d'un cours 10 jours et tout le monde n'a pas le même niveau. Et j'aurais aimé, mais ça, c'est plus mon côté soit parfait. J'aurais aimé que tout le monde soit au même niveau et qu'on ait pu faire plein de trucs. Et voilà, et c'est vrai que cette relation de confinement, bah, c'est un peu plus compliqué en tout cas pour la partie digitale. Et je sais que mes confrères ont un peu la même réponse que moi par rapport à ça. C'est vrai que pour le technique en tout cas, bah, c'est compliqué. Et tu vois, toi tu dis que sur le domaine enfin, certains domaines de la TRE, tu as même décidé d'arrêter. Parce que, et je le comprends totalement, pour certains domaines, c'est clairement pas possible. Tu peux pas, voilà, tu peux pas individualiser, prendre chacun un par un, sauf si tu fais du tête-à-tête comme on est en train de le faire tout de suite. Où là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus jouable. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et tu as complètement raison. Et après, par contre, ce que j'ai remarqué, notamment dans les visios que j'ai fait, donc sur les modules de, comment dire, de bureautique, Mm. euh, malgré tout, en général, alors, si la DREC m'écoute, mais il n'y a pas de souci, c'est que en fait, en fin de journée ou en fin de matinée, j'accorde un temps pour parler avec les gens. C'est-à-dire que même si voilà, on dit stop, on arrête, voilà, on arrête une demi-heure avant et on cause de différents sujets. Parce que ben, parmi les stagiaires, j'ai peut-être des futurs chefs d'entreprise, j'ai peut-être des gens qui veulent se lancer dans la formation. Et du coup, on en profite pour échanger et on sent que les gens, ils ont besoin de ça. Mm. Ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que on leur apporte un savoir, on leur apporte une connaissance qu'ils doivent avoir parce qu'il y a un référentiel et qu'il faut satisfaire au référentiel. Donc ça, c'est important. Mais tu sens que les gens, ils ont aussi, encore une fois, je reviens au sujet, c'est finalement, la formation, c'est le point de départ sur une nouvelle vie, quoi. Et dans la phrase, ben, j'ai une nouvelle vie. En fait, Mm. c'est ça, c'est pas une formation. Moi, je leur dis souvent, et loin, alors qu'on le prenne pas mal, mais je leur dis souvent, quand tu auras 80 ans, ton diplôme, tu t'en souviendras plus. Par C'est contre, ça. la carrière que tu as eue après, tu t'en souviendras. Et, et c'est pour ça que ouais, et en fait, en distanciel, je mélange du coup un aspect très technique. C'est aussi comme ça que j'arrive, moi, à satisfaire alors, mon ego un peu, ou dans le sens, moi, j'aime bien voilà, discuter avec les gens, tout ça. Et en fait, donc, j'accorde du temps pour l'aspect très technique, voilà, où il faut faire ça, tu cliques ici, tu cliques là, et un temps vraiment d'échange de paroles. Et je leur laisse aussi beaucoup de liberté à parler entre eux. C'est-à-dire que des fois, ben, ils parlent entre eux, je les laisse parler entre eux parce que je sens qu'ils ont besoin de ça. Donc je pense que voilà, je reviens, je pense que la formation en distance, c'est une nouvelle compétence, une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon d'apporter les éléments, de faire vivre un groupe. Comment on fait vivre un groupe avec alors moi, la première fois, c'était terrible. Donc ils étaient, je sais plus, une vingtaine, et il n'y en a pas un qui a mis sa caméra. Donc je parlais à un écran noir, mais c'est terrible, mais c'est catastrophique ce truc-là. Et là, tu te dis, et en fait, toute la journée, j'ai parlé à un écran noir. Enfin, c'est pas un écran noir, tu avais des cases, quoi, avec Ouais, t'as des cases. Alors, ils intervenaient par le micro. J'ai dit, mais mettez votre caméra, aidez-moi. Et là, pour un communicant comme moi, quand tu n'as pas l'image, tu te dis, waouh, Ouais. c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, C'est t'as compliqué. aucun retour. Tous les retours que tu peux avoir sur le non-verbal, entre guillemets, quand tu fais ton cours, voir s'ils font la tête, s'ils rigolent, tu vois, par exemple, tu disais tout à l'heure, bah t'as plus ces infos. Donc c'est vrai que c'est difficile. En fait, t'es un petit peu perdu. Et tu reprends à zéro, hein, t'as aucune base. Et donc il faut que tu trouves tes marques, que tu recommences en fait ouais, de zéro. C'est vraiment une nouvelle façon d'apprendre. Après, je me sers de tout ce que j'ai appris, hein, Bien sûr. mais c'est vraiment une nouvelle façon de faire les choses. Vraiment. Ok. C'est marrant. J'aimerais revenir sur un point qui, je pense, pourrait intéresser un petit peu les gens qui pourraient écouter, les futurs formateurs ou ceux qui sont déjà formateurs. Euh, t'es une personne qui a suivi une formation pour devenir formateur et Mhm. c'est pas quelque chose, Oui, en tout cas dans mon domaine, c'est pas quelque chose de courant parce que souvent, en fait, on est d'abord technique et après dans le digital, bah, on devient formateur, voilà, parce qu'on en a entendu parler ou qu'on nous propose une formation. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, c'est intéressant de faire ce type de formation et de commencer par ça? Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement ce que ça t'a apporté?
Je pense que ça doit être Ouais. des outils pédagogiques. Mais vas-y, je te laisse nous dire. Alors, pour être précis, donc j'ai fait la formation de formateur professionnel d'adultes. Donc, c'est un titre professionnel donc, qui donne un équivalent Bac+2. Donc, je l'ai fait à l'AFPA à Beaumont. Donc, c'est une formation qui a duré 8 mois, donc qui a été financée à l'époque par le fonds GESIF. Euh, Sincèrement, avec le recul, je pense que c'est une formation qu'il faut faire. Pourquoi? En fait, mes premières actions de formateur, elles ont commencé en 2009, parce que en fait, j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. En 2009, mon bilan de compétences, il date de 2009. Et à cette époque-là, je voulais déjà faire la formation de formateur, donc j'avais contacté l'AFPA et m'avait dit, Monsieur Bonnard, il faut que vous ayez donné des cours en situation pour qu'on vous prenne en formation. Donc j'ai pris mon baluchon, et puis, bon, pas têtu, hein, j'ai pris mon baluchon, et puis j'ai fait le tour. Donc à l'époque, je travaillais chez Leroy Merlin, et j'ai fait le tour, et je suis tombé à l'Institut des métiers. Et le hasard du sort, il y a le prof de vente qui s'en va, la prof de vente qui s'en va. Donc j'avais rendez-vous avec Monsieur Gaille. Bon, bah, on a le prof de vente qui s'en va. Vous allez être prof. Donc ça, c'était le jeudi, j'attaquais le lundi. Ouh. Et je lui dis, mais j'ai jamais été prof. Et il m'a dit, vous êtes vendeur. Moi, je lui fais, oui, vendeur, pas de problème. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Oui, il n'y a pas de problème. Il me dit, bah, moi, c'est bon, vous saurez faire. Donc je me suis retrouvé quasiment du jour au lendemain. Donc j'avais diminué mon temps chez Leroy Merlin. Donc le matin, j'étais chez Leroy Merlin. Et 2 après-midi par semaine, j'étais à l'Institut des métiers à donner des cours de vente à des CAP vente et CAP logistique. Et je m'en suis très bien sorti dans l'attitude avec les stagiaires. Par contre, dans l'apport théorique, qui était d'autant plus verrouillé, c'est qu'on était éducation nationale, Mm. ils sont très cadrés, il y a un programme à suivre, etc. Là, j'étais à la rue. Et donc, finalement, ça n'a pas été accepté, donc j'ai repris mon métier. Et puis, donc, 5 ans plus tard, j'ai remis le couvert, et là, ça a été accepté, et je suis devenu formateur. Et en fait, cette formation, elle est intéressante à 2 titres. Il y a 2 aspects dans la formation de formateur. Il va y avoir un aspect qui va concerner toute l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique, c'est partir d'une demande d'un client qui te dit, je veux que vous me formiez pour savoir comment allumer cette lumière. Ok, super. Qu'est-ce que je vais leur apprendre? À allumer une lumière, c'est facile, hein. Tu appuies sur le bouton, hop, oh, c'est éteint, oh, c'est allumé, c'est fait. Là, ça vous prend 2 minutes et demie, toi, tu as 2 jours. Donc, en fait, il y a toute une mécanique pour transformer, non pas ce qu'il te dit, mais ce qu'il veut. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ils te font une demande, mais ce n'est pas la vraie demande. La vraie demande, elle est plus pointue, elle est plus sous-jacente. J'ai fait une formation il y a quelques temps, j'ai fait une proposition. Donc, au moment, elle n'est pas encore actée, mais j'ai fait une proposition on me demandait pour un monsieur euh, qui avait des problèmes d'orthographe dans ses écrits professionnels. Et finalement, en discutant avec eux, et ça, c'est le premier palier, et c'est ça qu'on nous apprend en formation, et c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, c'est que finalement, ce n'était pas le fait qu'il fasse des fautes d'orthographe, c'est que le fait qu'il fasse des fautes d'orthographe nuisait à l'image de l'entreprise. Donc, en fait, au travers de l'apprentissage de l'orthographe, c'est comment je valorise l'image de l'entreprise, ou du moins, j'évite. Donc, le vrai sens de la formation n'était pas de lui apprendre, j'aurais appris le bled, j'aurais donné des exercices de bled, hein, Mm. pour les plus jeunes d'entre nous qui ont connu, j'aurais donné des exercices avec le bled, il aurait appris l'orthographe, mais ça n'aurait rien changé. Donc finalement, la proposition que j'ai faite, elle était beaucoup plus axée sur qu'est-ce qu'une valeur, qu'est-ce qu'une culture d'entreprise, qu'est-ce qu'une image d'entreprise, et comment je fais pour valoriser l'image de l'entreprise. Et finalement, ce que m'a permis cette formation, et c'est pour ça que je donne un exemple très concret, ce que m'a permis cette formation, c'est d'avoir cette mécanique-là, c'est que la demande du client est-elle réellement l'objectif pédagogique qui est clair? Mm. Est-ce qu'il est clairement? Est-ce que c'est un objectif pédagogique? On appelle ça univoque ou équivoque. Donc, je veux allumer ma lumière, ben, c'est équivoque, ça a plein de sens. Par contre, quand je comprends le sens de pourquoi il veut allumer la lumière et quel est l'objectif, quel est l'intérêt d'allumer la lumière, globalement, ça ne sert à rien d'allumer la lumière, mais non, il y a peut-être une vérité. Peut-être parce que justement, cette personne-là, elle n'est pas en sécurité. Ah, finalement, c'est peut-être une formation en sécurité qu'elle veut. Donc, en fait, le premier palier de l'apprentissage de cette formation d'adulte, de professionnel d'adulte, c'est de comprendre que la mécanique et la mécanique de communication aussi, hein,
c'est que dans ce que je dis, on ne dit que 30% de ce qu'on pense. Donc, et la vérité, elle n'est pas dans les 30%, puisqu'il te les a dit, elle est dans les 70% qu'il ne te dit pas. Donc tout ça, c'est une mécanique, hein, ça s'apprend à convertir. Et une fois qu'on a vraiment l'objectif pédagogique, on sait exactement dans quel objectif il doit connaître ça, il doit savoir faire ça, quel est l'objectif, eh bien on va construire tout un cheminement. On va construire tout un cheminement pour lui apporter les éléments et la personne, en faisant le magma de tout ça, elle comprend l'intérêt qu'elle a à apprendre ça. Donc, toute cette mécanique, c'est le premier module du formateur professionnel d'adulte, hein, c'est vraiment le premier module, de ce qu'on appelle le CCP. Donc, c'est le premier qui est dédié à toute cette technique-là de décortiquage de la pensée, de la demande, pour en arriver à des modules, des séquences, de façon à ce que chaque module, chaque séquence amène une petite pierre à l'édifice. Plop, 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 on fait un petit Tetris, on monte un petit peu tout ça. Et quand la personne elle a toutes ces pierres, elle comprend qu'elle peut monter sur la montagne. Voilà, c'est un peu ça. Mais si vous vous contentez des pierres sans la montagne, bah ok, elle va monter son mur et puis elle va te dire et puis. Ouais, il faut qu'il y ait un sens. Pour aller sur la montagne, elle va te dire j'ai réussi à aller en haut. Ok. Donc c'est vraiment ça. Et le deuxième CCP qu'il y a dans la formation de formateur, ça va être tout ce qui va être. Alors moi j'ai eu un formateur que j'ai adoré, Thierry Filatro. Je ne sais pas s'il regardera ça un jour, Thierry. Salut. Un gars formidable et qui a beaucoup axé. Tout à l'heure, on a parlé en off de. Non, c'est pas avec toi qu'on en parlait, mais c'est pas grave. On a parlé beaucoup de ce qui se passe là-dedans, de ce qui se passe là-dedans et dans la mécanique personnelle avec soi-même et dans la mécanique personnelle avec les autres. Ça, c'est quelque chose d'important, la relation à l'autre. On a parlé analyse transactionnelle, on a parlé PNL. Alors, ça ne fait pas de nous des spécialistes du sujet, mais quand on a ces notions-là, on arrive à comprendre un petit peu plus les mécanismes qui s'offrent à nous. Analyse transactionnelle, déjà, quand tu as compris qu'en nous, on a 3 mois, on a le mois enfant, parent, adulte, et que si l'adulte, il parle aux parents, ils ne vont pas se comprendre parce qu'il y en a un qui parle parent, l'autre qui parle adulte, on ne peut pas se parler. Donc, comment je vais changer mon langage pour me mettre au niveau de la personne et être sûr de lui parler? C'est tout bête, c'est un détail, mais ça te montre que quelquefois, quand ça ne marche pas, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand ça ne marche pas, quel est le paramètre que je peux changer pour provoquer une nouvelle expérience et m'apercevoir que ça peut fonctionner. Donc la deuxième partie, elle est très très axée là-dessus, donc axée sur ça, et du coup, on se sert de toutes ces techniques-là pour accompagner les personnes, et notamment dans l'insertion professionnelle, dans la reconversion professionnelle. Donc voilà, donc aujourd'hui, je conseille, franchement, sincèrement, pour avoir fait formateur donc à des CAP vente sans aucune formation, je m'en suis très bien tiré parce que voilà, je suis un gars avenant, j'écoute, mais je suis passé. Il y a une phrase qui dit l'amateur sait comment on fait les choses, le professionnel sait pourquoi on fait les choses. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je recommande de faire cette formation. Pour le moment, elle n'est pas encore obligatoire. Le Calliope ne va pas en ce sens. Peut-être que dans l'avenir, ce sera le cas. Mais je conseille, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Faites-le. J'ai vu des formations passer, des formations courtes. Je voudrais juste, alors, sans écorner la qualité de ce qui est proposé, mais apprendre, et ça c'est un truc que j'ai appris dans ma formation, passe par une phase de déconstruction. Pour pouvoir apprendre, il faut faire tomber les idées. Faire tomber, alors, non pas pour les taire, mais les ramener un peu une idée vierge pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Si vous construisez sur l'ancien, vous savez, c'est un peu, je vais construire un mur sur un mur qui est brinque-ballant. J'ai un mur qui est brinque-ballant, ou un mur qui est un peu, voilà, qui est ce qui est, et je vais construire un super mur dessus. Mes fondations ne sont pas solides. Donc en formation, on fait ce qu'on appelle de la déconstruction. On va démonter un peu les idées reçues pour aller proposer autre chose. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut au final. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, donc vraiment la formation de formateur, je plaide pour celle-ci. Après, je n'ai pas d'action avec l'AFPA. La Formac en fait une aussi qui est très bien. Voilà, j'ai accueilli une stagiaire de l'AFPA qui a resté 15 jours avec moi, qui aujourd'hui est formatrice en anglais. Donc si vous cherchez une formatrice en anglais, j'en ai une très bien pour vous. Que j'ai accompagnée en insertion et qui aujourd'hui vole de ses propres ailes
a créé, donc elle est en couveuse, mais a créé son entreprise formatrice en anglais. Donc voilà, donc mais oui, je conseille vivement cette formation. Je la conseille vivement. Ok, merci pour les infos. Non, franchement, c'était intéressant là, sur cette notion de formation de formateur parce que on en entend rarement parler. Comme tu viens de le dire, encore une fois, avec Calliope, euh, ça ajoute pas cette dimension. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de formateurs aujourd'hui. Moi-même, tu vois, je me suis posé la question, on m'en a déjà parlé, de tout ce qui est objectif pédagogique, ingénierie pédagogique. Et c'est vrai que ben, je suis pas un mauvais formateur, je suis peut-être pas le meilleur, je suis un formateur. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis, je suis dans la progression, j'ai envie d'améliorer mes cours, d'améliorer ma façon d'apporter les valeurs, parce que j'ai compris comment est-ce que ça fonctionnait, j'ai enfin, des cours qui sont une structure qui est OK. Mais je pense qu'il manque, et c'est là que je me suis rendu compte que bah, c'est un métier en fait, à la base, être formateur. Et c'est un peu le message que j'aimerais faire passer à travers les podcasts. Parce que moi-même, au début, quand on m'a annoncé le tarif journalier, quand le premier client m'a appelé, je me suis dit, ouais, ok, bon, bah, en une semaine, j'ai un SMIC. Et le reste du mois, je vais pouvoir faire autre chose, travailler sur des side projects et pouvoir monter ma boîte. C'était vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils le font aussi pour ça. Sauf que, ben, malheureusement, ou plutôt heureusement, je suis tombé amoureux de la formation et maintenant, je le vois vraiment comme un métier et pas juste un truc qui me rapporte de l'argent. Et j'ai envie, du coup, de m'améliorer et d'arriver à quelque chose voilà, de vraiment concret. Et tu vois, tu as parlé de PNL, donc de tout ce qui est transactionnel, j'ai pas le premier mot. L'analyse transactionnelle, ouais. Et, alors ça, est-ce que c'est lié aussi à l'intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est pas la même chose? Ah non, alors c'est un petit peu différent. L'analyse transactionnelle, c'est vraiment comment dire, la relation avec l'autre. L'intelligence émotionnelle, c'est plus moi avec moi. L'analyse transactionnelle, moi avec les autres. Voilà, pour schématiser un Ouais, petit peu, pour quelque chose de très court, hein. ok. Mais c'est que là, je refais. J'essaye de me rappeler de mes cours en dernière école d'ingé et on avait parlé de ça, tu vois, quand on a parlé de l'autre est dans le parent, moi je suis dans l'adulte, du coup on se comprend pas, ou l'autre est dans l'enfant et moi je suis dans le parent. Et c'est pour ça que je me suis dit, attends, est-ce que c'est la même définition? Et je demanderai à Stéphane après. Donc merci en tout cas tu vois, la Je- petite je- différence. parce qu'il y a un truc où j'ai pas répondu à ta question. Est-ce qu'il fallait faire la formation de formateur avant ou après? Alors, mais c'est avis tout personnel, mais je pense que quand on a fait une partie justement comment dire, de formation sans connaissance, je pense que pour moi, c'est plus intéressant de le faire après. Parce que du coup, tout ce que tu vas faire dans ta formation, ça va prendre sens. Tu vas te rappeler des situations que tu as vécues avec des stagiaires, avec des moments où bah, ils n'ont rien compris, mais en fait, ouais, mais c'est complètement logique, ils n'avaient rien compris, quoi. Parce que j'ai pris le truc à l'envers. Tu vois, donc, et c'est pour ça peut-être aussi que moi, ça a vraiment fait sens. C'est comme j'ai vécu pendant 8 mois prof de vente, un des CAP que je connaissais rien, même si je sais, voilà, je connais ma personnalité, je suis généreux, j'offre tout ça. Et je pense que ça a pris d'autant plus de sens, c'est qu'en faisant cette formation après, bah ouais, je me suis rappelé des attitudes que j'avais eues, peut-être des mots que j'avais employés, que finalement, j'avais vu les grands yeux au ciel, ben, j'ai compris, grâce à cette formation, pourquoi il avait levé les yeux au ciel, pourquoi ça s'était passé, qu'est-ce qui s'était passé. Je n'avais pas répondu à ta question, je suis désolé. Non, mais c'est super d'avoir ajouté ce point. C'est vrai que forcément, et ça coule un peu de source, c'est que tu as de la data, donc tu sais comment l'utiliser, tu as de la donnée, de l'expérience. Et donc forcément, c'est peut-être plus simple de mettre tous les principes qu'on va t'expliquer et t'apprendre sur des faits que tu as déjà eus, comme tu viens très bien de l'expliquer. Et même de pouvoir après avoir un schéma de comparaison et et on revient au début, de mener tes propres expériences pour améliorer et savoir si ça fonctionne ou pas. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Non, mais c'est super d'avoir fait un petit peu le tour comme ça. Et donc voilà, tu vois, moi je suis un petit peu dans cette réflexion là depuis 6 7 mois, à me poser la question. Je me suis pas mal mis, alors je vais pas dire sur la psychologie, mais sur la réflexion humaine, voilà, tout ce qui est méthodo-pédagogique, pourquoi est-ce que les gens font certaines choses, tout ce qui est hormones, la dopamine, l'ocytocine, etc., qui sont les hormones du bonheur. Et comment? Parce que ça a une influence, hein, clairement.
comment est-ce que, déjà sur moi, ça a une influence et comment je peux m'en servir pour faire influencer enfin, pour influencer entre guillemets les autres à mieux comprendre ce que je fais passer ou peut-être à déclencher ces hormones ou des choses, des patterns qui feront qu'ils apprendront mieux. J'ai lu un truc qui est assez intéressant, par exemple, je fais de la préparation pour un client sur la préparation au jury. Donc on va les préparer pendant 2 3 jours. Alors c'est assez global hein, et j'ai pas du tout ta formation de TRE, mais on essaye de leur apporter un max de trucs sur comment se positionner, la posture devant le jury, comment parler, ne pas tourner le dos au jury, comment faire un PowerPoint, éviter les E, les mots voilà, qui sont un petit peu pénibles à la longue. Et quand on n'a pas l'habitude de parler et d'enchaîner, c'est vrai qu'on va essayer de combler les trous. Et j'ai lu un truc, parce que souvent, je suis sur des apprenants qui sont très stressés, parce que sur ce type de cursus, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des soutenances. Donc D'accord. forcément, ils ont pas, c'est un petit peu leur première expérience. Ils sont devant le jury, ils n'ont jamais eu de soutenance, donc ils doivent présenter. Et en plus, c'est important pour eux, parce que soit ils vont l'avoir, soit ils vont pas l'avoir. Et, Exactement, oui, oui, ah ouais, là c'est le coup près quoi, ça passe ou ça casse. Et j'ai lu un truc hyper intéressant qui est justement sur, je crois que c'est l'ocytocine, où la personne dans le livre disait qu'il y avait des postures où tu pouvais générer l'ocytocine. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais qui est du coup l'hormone qui fait que tu te sens un petit peu, alors je vais pas dire supérieur, mais que tu te sens très bien, à l'aise et que tu te sens en confiance pendant un certain moment. Et donc, par exemple, Hum, elle expliquait qu'il y avait des chercheurs qui avaient mené une expérience avec 2 ou 3 postures différentes qui sont, par exemple, de se mettre en mode Superman, donc les poings sur les hanches, de gonfler le torse et de faire ça en pensant à une situation où on est un petit peu les rois du monde. Ça permettrait de générer l'ocytocine, ou en tout cas l'hormone, voilà, si je me trompe, hein, je suis désolé, et de le faire juste avant, par exemple, une soutenance ou un entretien d'embauche. Et quand on est dans l'entretien d'embauche ou dans la soutenance, il semblerait, et d'ailleurs ça a été prouvé hein, par les scientifiques, que l'hormone permettrait d'être beaucoup plus précis dans ses propos et d'être beaucoup plus à l'aise. Autre point, c'est par exemple de s'imaginer dans une situation où on a les pieds sur le bureau, comme si on était le patron dans les films. Ça c'est pareil, c'est une D'accord. situation qui générerait cette même hormone et qui permettrait de regagner confiance en soi pendant un certain temps et qui ferait que pendant la suite d'un événement, on serait plus précis dans ses propos. Et je me suis dit, ah ouais, c'est impressionnant, ça peut carrément être utilisable dans des situations comme voilà, la présentation de jury. Mais, et ça fait partie des choses qu'on n'apprend pas en tant que formateur. Alors, tout à fait, tout à Et, fait. Là, c'est vraiment de la formation par soi-même, hein, enfin de l'information et de la formation par soi-même. et je trouve ça, c'est dommage parce que c'est ultra intéressant. Et puis c'est. Alors après, ça rejoint peut-être un petit peu la notion d'efficacité que tu évoquais au tout début du podcast, de performance d'efficacité. Mais peut-être après que c'est une notion que certains, comme moi, ont envie d'avoir dans la performance de leur travail et de pouvoir toujours donner plus, d'apporter toujours plus. Peut-être que tout le monde ne le voit pas de la même manière et que certains s'en fichent aussi, hein, ce qui est OK dans un sens. Tout le monde ne peut pas avoir midi à sa porte de la même manière. Mais c'est vrai que là, dernièrement, je suis vachement là-dessus et tu vois, de dire qu'il y a des formations de formateurs, ben, ça pourrait m'intéresser et peut-être que des formateurs qui sont déjà en poste ou qui voudraient devenir formateurs seraient carrément intéressés d'avoir toutes les infos que tu viens de donner et c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Oui, oui, mais sans aucun problème. Et encore une fois, tous ces outils, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas bien, Mm. mais tous ces outils, et là tu viens de m'apprendre sur les hormones, qui est un sujet que je ne connais pas, et du coup ça m'a donné envie, je vais aller étudier ce truc-là, parce que ça m'interpelle. Mais tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis, cette posture justement où tu vas te positionner un petit peu, oui, ça fait du bien. Mais du coup, et c'est exactement ça, c'est que moi je te le dis ça en amateur parce que je suis convaincu que ça fait du bien, et toi tu me le dis en professionnel en me disant c'est parce que tu as telle hormone qui travaille. Et là, on est exactement là-dedans. On est exactement dans ça. Et peut-être que demain, effectivement, quelqu'un, alors sans exagérer, mais moi, j'ai un très bon ami qui est coach sportif, qui connaît très bien tous ces phénomènes-là. Ben, peut-être que demain, je peux le faire intervenir. Alors, pas moi, parce que c'est pas mon sujet, mais sur une formation, je peux le faire intervenir parce que il va donner des conseils, parce que lui, il va avoir, comme tu dis, effectivement, la posture pour expliquer toute la machinerie intérieure qui se passe. Ouais. Et, et, voilà le miracle de la formation. Mm. Et comme tu dis, c'est que ben, l'ingénierie,
Oui, c'est une chose, mais tous ces petits détails sur lesquels on peut appuyer, et quand on disait, on découvre le bouton et on appuie dessus, on est en plein dedans. On est en plein dedans, et je trouve ça très intéressant. Je vais aller voir ton histoire d'hormones, là. Faut que je recherche. Il me semble que c'est l'ocytocine qui est générée et qui est sécrétée. Mais voilà, je te redirai en off sur LinkedIn dès que j'aurai regardé dans le bouquin, qui était un bouquin sur du non-verbal et c'était très intéressant d'ailleurs, au passage. Mais voilà, c'est exactement ça. Moi, je leur dis souvent, quand vous allez voir votre banquier, vous mettez toujours une paire de chaussures neuves. Euh, c'est des petits détails comme ça de la vie courante. C'est un banquier qui me dit ça. Il dit parce que quand tu es capable d'acheter une paire de chaussures neuves juste pour un rendez-vous, c'est que tu sauras toujours te démerder. Super. Et il a pas tort, il a pas tort. J'aimerais te poser une ou deux questions. Je pense on a quand même donné énormément d'informations. Ça fait 1 heure et demie qu'on est en podcast. J'espère que les gens écouteront parce que sincèrement, c'est extrêmement riche en informations. Et juste pour terminer, est-ce que tu pourrais aujourd'hui me donner deux choses? La première, ça serait un ou deux conseils pour des apprenants qui débuteraient. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour eux? Quand tu dis des apprenants, c'est-à-dire des stagiaires que tu Des aurais? stagiaires, ouais. Des stagiaires, ouais. Des gens qui se poseraient des questions dans leur formation ou peut-être qui vont rentrer en formation. Alors, je dirais que peut-être. Alors, ce qui n'est pas le plus évident, hein, attention, ce que je vais dire, c'est pas le plus évident. C'est quelle est la raison profonde pour laquelle ils font une formation. Je m'explique, c'est que là, je vais donner un exemple sans citer personne, mais aujourd'hui, je veux devenir RH. Ok, très bien. Je veux passer le diplôme d'RH, assistant RH, très bien. Ok. Et dans quel but? Et en fait, on s'aperçoit que, et en tout cas avec mon expérience, je m'aperçois que les gens prennent conscience de l'importance de l'apprentissage quand ils savent dans quel but. Donc, s'il y avait un conseil à dire à toutes ces personnes et le prochain projet qu'on mène avec le collègue, c'est vraiment de travailler ce projet professionnel, ce fil rouge, de façon à ce que lorsque tu vas rentrer en formation, c'est pas juste j'apprends des choses dans le but de. Et l'avantage, c'est que ça a aussi cet avantage-là, c'est que une fois que tu as fini ta formation, tu es déjà dans l'après. Tu es déjà dans l'après. Et on voit beaucoup de gens qui sortent de formation et qui sont encore en mode étudiant, en mode. Alors, je le dis en toute sympathie, en toute bienveillance, et qui sont encore dans ce mode-là, mais parce qu'eux, ils ne sont pas passés après. Et ils ne sont pas passés après parce qu'avant, ils n'étaient pas après. Donc, s'il y avait vraiment un conseil, c'est quand je rentre en formation, c'est pourquoi. Quand j'ai fait le métier de formateur, donc je suis rentré en formation. J'étais déjà justement qu'est-ce que j'allais faire de ma formation. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, ce qui m'intéressait, donc je voulais être formateur en vente. Je voulais faire de la vente. Et je me suis dit sur quoi je veux former en vente. Et en fait, la seule chose qui m'intéressait, c'était la relation entre les personnes. C'était pas de faire du business, c'était pas de, même si voilà, j'étais un bon vendeur, j'ai fait des très bonnes ventes, c'était pas de faire du business, c'était de faire en sorte que le client soit heureux de rentrer dans un magasin. Donc, apprendre aux vendeurs à le permettre de ça. Donc, en fait, j'avais déjà cette vision, c'est que moi, je veux que les gens soient heureux d'être là. En formation, c'est quoi? Je veux que les gens soient heureux d'être là. Ils sont acteurs, ils sont vivants, ils ont, j'ai la patate, j'ai le truc, j'ai le machin. Et je crois que c'est vraiment ça qui a fait que tout ce que j'étais en train de faire, c'est comment je vais pouvoir rendre les gens heureux. Aujourd'hui, je le fais en les accompagnant vers l'emploi, je le fais avec ces petits jeunes ou simplement je les écoute. Alors c'est vrai que des fois, heureusement qu'ils n'écoutent pas ce que je dis parce que j'utilise un langage jeune quand j'y vais, des fois. Et ça les surprend, le vieux barbu comme ça, oh, qu'est-ce qu'il dit? Mais je crois que c'est vraiment ça, le conseil aux stagiaires, c'est interrogez-vous et dites-vous bien une chose, c'est que, et ça aussi c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui disent je ne sais pas. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'on ne fait pas les choses par hasard, on ne fait rien par hasard. Tout a un sens. Tout a Alors bien sûr, des fois, il faut les chercher, il faut les gratter, il faut aller réfléchir. Et tout a un sens. Et quand vous avez trouvé le sens, tout ce que vous allez faire, ça va marcher. Ça va marcher, vous allez trouver du sens. Et surtout, c'est là que vous allez faire que si la porte de droite, ça ne marche pas, c'est pas grave, ça a du sens, je prends la porte de gauche. Et là, on avance, et là, on avance, et là, on avance. Et
Les gens aujourd'hui me disent, certains, je sais pas, je verrai bien ce que je vais faire avec. Mais non, mais non. Tu sais déjà ce que tu as en toi. Et ça, pour revenir à la reconversion professionnelle, j'ai toujours été étonné. C'est que, en fait, on passe notre temps à se découvrir ou à se redécouvrir. Ça, c'est une particularité de la reconversion professionnelle. Souvent, on revient aux premiers amours métier. C'est marrant. C'est Comme, vrai. C'est vrai, ouais, t'as tout à fait raison. Ouais. au bout de 4 ans, on revient à ses premiers amours métiers. C'est assez marrant. Donc voilà, premier conseil, interrogez-vous au sens que vous donnez à votre démarche. Vous avez fait une démarche, vous avez décidé d'arrêter une entreprise, peut-être une situation de travail, peut-être pas. Pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie? Et quand vous avez ça, et par contre, soyez tranquille, hein, il n'y a que vous qui avez raison, personne d'autre. C'est un très beau message. C'est un très beau message. Est-ce que tu as un deuxième conseil? Toujours aux stagiaires? Ouais, toujours aux stagiaires. Éclatez-vous, amusez-vous. La vie est belle. C'est, Non, mais voilà, c'est ça, clair. Non, mais t'as raison, t'as ça raison. plus, mais oui, mais c'est ça qui est formidable, c'est que vous entrez sur un projet quand on rentre en formation, et je le vis comme ça, et je le propose comme ça, c'est que une formation, c'est une formation, mais c'est avant tout un projet de vie. C'est une histoire, c'est une envie, c'est une philosophie. Oui, je n'hésite pas à utiliser ces mots-là parce que c'est des mots qui sont importants, et que c'est un choix, et que ce choix, effectivement, il est volontaire. Alors, il y en a qui vont dire, effectivement, j'ai pas eu le choix, j'ai été licencié. Oui, ça Mm. arrive, effectivement. Malheureusement, oui, et puis en ce moment, Ouais, avec il la y en a qui période. connaissent ça. Mais ce que je voudrais leur dire, c'est que même si la situation, ils l'ont vécue, ils l'ont subi, ils n'ont pas choisi, bien sûr, d'être licenciés, ils sont mis sur le carreau malgré eux, bien sûr, et c'est triste. Pour autant, de cette situation, c'est eux qui vont décider d'en faire quelque chose. C'est vrai. Quand je suis licencié, je peux décider de rester au chômage, je peux décider de partir en formation, je peux décider de retrouver un travail, je peux décider de rien faire, je peux décider de partir dans le Larzac, je peux décider de partir à l'autre bout du monde. Je peux prendre des choix. Et peut-être que ce serait ça. Choisissez, éclatez-vous. C'est vrai. Et on en revient au point on est acteur de sa propre vie, on est l'acteur principal de sa propre vie, et donc faut choisir le rôle qui nous plaît le plus et le vivre à fond et kiffer quoi. Petit dernier détail, parce que j'adore les détails. Je me sers de mon expérience, je ne fais pas une généralité, mais je me sers quand même de mon expérience de 4 ans dans ce domaine-là. Rencontrez les gens. Rencontrez les gens, parlez-leur de votre projet, parlez-leur de vos envies. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que si les gens ne savent pas ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, ils ne sauront pas comment vous aider. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que vous êtes en formation, vous allez avoir besoin de trouver du travail, vous allez d'avoir besoin de créer des partenariats pour créer une entreprise, peu importe. Mais rencontrez les gens, aimez les gens parce que les gens adorent parler de leur métier. Je crois que ça se voit avec moi. Un petit peu, un petit peu. Mais rencontrez les gens sont généreux, ils adorent parler de leur métier, ils sont fans de leur métier. Rencontrez-les et osez leur dire de quoi vous avez besoin. Et les gens, quand ils savent de quoi vous avez besoin, ils sauront comment vous aider. S'ils ne savent pas, ils ne sauront pas comment vous aider, donc ils ne pourront pas vous aider. Comme je dis toujours, si vous ne demandez rien, il ne se passe rien. Si vous demandez quelque chose, il se passera peut-être quelque chose. Je préfère le peut-être à rien. C'est vrai, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Et donc, il faut agir parce que si on ne fait rien, bah, comme tu viens de le dire, il se passera rien. Et il faut pas rester bloqué avec sa peur et ses limites qui font que des fois on a peur d'agir et d'avancer ou de se lancer et qui font que bah, du coup il se passe vraiment rien puisque on ne fait rien du tout. Tout à fait. C'est un beau message. On essaye de terminer sur un dernier point. Oui. Si aujourd'hui, enfin c'est pas si aujourd'hui, c'est tout de suite, quel message tu te dirais au toi d'il y a 5 ou 10 ans? Ça c'est un petit jeu. Ah, qu'est-ce que Steph il dirait à Steph? Oh la Ouais, vache. ouais. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même il y a 5 ou 10 ans? Un seul truc. Pas bien fait. T'as bien fait? Ouais. Ouais.
T'as bien fait. Donc, regrette rien, c'est bien, t'as bien fait. Ouais, ouais. Super. Franchement, ouais, t'as bien fait. C'est vrai, c'est vraiment ça, dans le sens où, bah, je m'éclate. Je m'éclate en fait, de façon étonnante, même si j'ai eu plusieurs vies, si on peut dire, plusieurs envies, si on peut dire, en fait, à chaque fois, j'ai bien fait de le faire. Et je crois que c'est ça, en fait, le truc. C'est pour ça que, ouais, ce serait la formule, t'as bien fait. Et que finalement, c'est pas tant le projet, c'est tu l'as fait. Ouais, c'est bien. Parfait. Bon, je pense qu'on prendra le rendez-vous pour un deuxième épisode pour une prochaine saison parce qu'on aurait pu encore tenir, je pense, au moins 1h30 ou 2 heures de plus. Donc on va s'arrêter là parce qu'on est déjà 1h40 de podcast. Merci Ah énormément. oui, Ouais, j'espère que les gens ils écouteront parce que c'est vraiment riche en informations et c'était excellent de t'avoir en podcast et en échange comme ça. Merci énormément pour toutes les infos que tu as données. Franchement, je te jure, c'est extrêmement riche. J'espère que les gens verront tout ce que moi j'ai pu, enfin, entendront tout ce que moi j'ai pu entendre et tous les messages qu'il y a derrière. Parce qu'il y en a beaucoup, même moi, bah voilà, qui donne cours et même qui fait du développement personnel pour moi-même en ce moment. Il y a beaucoup de messages qui font écho dans ce que tu as dit et que je réentends et qui me font du bien et qui, voilà, qui vont me permettre de continuer à travailler. Donc voilà, c'est gratuit, ça coûte rien, mais ça fait du bien de l'entendre. Et puis j'espère que ça aidera des gens. Et puis comme on dit, des fois on essaye de vouloir aider plein de gens, mais si déjà pardon, on arrive à aider une seule personne, on a déjà gagné notre vie. Voilà. c'est exactement ça. Et je te remercie pleinement, Thomas, de cet accueil et de cette invitation. Et c'est avec grand plaisir que je recommence parce que là, faut reconnaître que je commence à faire faim, donc je vais aller manger. Pas de souci. Et surtout, n'hésite pas. Et puis, si des personnes veulent plus de renseignements sur divers sujets liés à mon activité de formation, ben, c'est avec grand plaisir que je partage tout ça. Donc, en tout cas, un grand merci à toi, Thomas. C'est un plaisir. Merci beaucoup Stéphane. Bon appétit. Ciao. Merci beaucoup.